let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait. Bonjour à tous et bienvenue donc parce qu'il y en a certains qui l'ont demandé pour cette seconde partie de mon entretien avec mon collègue et ami Victor Collard. Bonjour Victor. Bonjour Henri. Concernant ton livre sur Bourdieu, Pierre Bourdieu, Jeunesse d'un sociologue, donc c'est chez CNRS Éditions. Alors on avait déjà eu un premier entretien il y a quelques mois et on s'était arrêté en 1953, donc c'est là où on va reprendre le fil. Alors Bourdieu est professeur de philosophie au lycée de Moulins. Il vient de réussir l'agrégation, il a 23 ans. Et alors, il est resté combien de temps au lycée de Moulins? Il est resté un an et 3 mois, c'est ça? Oui, exactement. 1 an et 3 mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ensuite, donc, il est appelé pour la guerre d'Algérie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il fait que 1 an, donc il fait une première année au lycée de Moulins en tant que jeune professeur agrégé. Il va faire un discours de cérémonie de distribution de prix sur lequel j'ai écrit un article récemment, un discours assez étonnant qui est publié dans le bouquin d'ailleurs, un éloge de l'ennui. Et au début de la deuxième année, donc il fait septembre-octobre, et là en octobre il est nommé appelé, puisqu'il avait été sursitaire comme on disait, donc il avait eu un sursis pendant ses études pour pas faire le service militaire, mais là c'est le temps d'y aller, sachant en plus que la guerre d'Algérie s'intensifie. Oui, on peut peut-être dire un mot en passant sur ce discours de distribution des prix. Alors, c'est un texte que tu as retrouvé, qui était inédit, et ce qui était assez bon, on en avait parlé l'année dernière, je crois, c'est que ce qui était assez amusant, c'est que ça, en fait, c'était un discours déjà un peu réflexif, et qui semblait pouvoir anticiper un petit peu la fameuse leçon sur la leçon du Collège de France. C'était un peu un discours sur le discours, quoi. Tu peux en dire quelques mots, parce que moi c'est vrai que ça m'avait intéressé. Ouais, et tu avais été assez moteur aussi dans ma décision, je te remercie de me lancer un peu là-dedans. On avait pu en discuter pas mal. Donc effectivement dans les archives de Moulins, enfin à Moulins dans le lycée Théodore de Banville, il y a des archives qui ont exhumé, donc je remercie d'ailleurs les personnels du CDI de ce lycée qui avaient fait une exposition en fait sur les personnes importantes qui étaient passées à Moulins. Il y a un certain nombre d'autres philosophes aussi qui ont fait leur classe entre guillemets dans ce lycée, et dans les archives donc il y avait ce discours qui était en fait donc un discours prononcé par Bourdieu donc en 1955 à la fin de sa première année, donc septembre 54, juin 55, et à la toute fin de l'année. Alors c'est quelque chose qui est un peu que les jeunes entre guillemets et nous non plus on n'a pas connu, mais dans les lycées il y avait en fin d'année une espèce de cérémonie assez protocolaire où tous les élèves étaient réunis et on distribuait aux plus méritants, avec beaucoup de guillemets, ce vocabulaire il n'y en a pas trop à Bourdieu, en tout cas ceux qui s'étaient distingués dans les matières, donc le premier, deuxième, troisième. Oui, moi c'était encore le cas dans mon lycée. Ah toi tu l'as connu? Oui, c'était un lycée privé, okay. Lycée conservateur. Et il y avait encore ce rituel, et d'ailleurs je me souviens, la récompense c'était des bons d'achat pour la librairie en face. Ah c'est ça, ok. Ça a du sens. Puis il y avait un palmarès chaque année avec les photos de classe qui avaient eu le prix d'excellence, le deuxième prix en français, en sciences. Après, je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'ai connu un petit peu ça. Mais je ne me souviens pas des discours, cela dit. Il y avait une cérémonie avec tout, voilà, mais il n'y avait pas de discours. Enfin, je ne m'en souviens pas. Ouais. Oui, alors voilà, c'est ça qui est marrant, c'est pour finir là-dessus, pour le discours, je me suis rendu compte qu'il y a une sociologue, Viviane Isambert-Jamati, qui a travaillé sur les discours qui ont été prononcés donc, depuis la Troisième République, parce que ça date vraiment, c'est une institution qui date depuis vraiment des siècles. Et puis Sartre en a prononcé. Exactement, aussi, Sartre de manière assez décalée, donc effectivement. Donc ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit les profils, il propose un éloge de l'ennui, où il se moque de manière un peu effectivement réflexive, comme dans Leçon sur la leçon, sa leçon inaugurale au Collège de France, il se moque un peu de ce genre de discours. Donc il fait un éloge de l'ennui en disant quelque part de manière un peu dérivée bien sûr et indirecte, on est quand même devant le président du conseil général de l'époque, le proviseur, etc. Donc on va pas dire que c'est une prise de risque institutionnelle énorme, mais il y a quand même un petit côté décalé que n'assume pas du tout la plupart des autres discours dans ceux que j'ai pu lire. Alors il y a des gens, tu vois, des anciens philosophes, Victor Delbos aussi, Durkheim, Canguilhem plus récemment que ceux que je viens de citer. En fait, la tradition voulait que c'était un peu le bisu, donc souvent le professeur de philosophie
et celui qui venait d'arriver dans le lycée. Donc Bourdieu, c'était exactement sa position à Moulins. Donc c'est sans doute pour ça qu'il a dû revêtir la toge et prononcer La toge, oui, ça se prononçait en toge. Ça se prononçait en toge, Ouais. donc c'était très très protocolaire. Et donc je pense que Bourdieu, voilà, ce qui était intéressant, comme on en avait parlé, c'est de voir à quel point, souvent j'imagine Raymond Aron, tu vois, Raymond Aron dans une situation institutionnelle comme ça, je l'imagine pas faire un éloge de l'ennui, dont il faut pas encore une fois surestimer le côté provoquant, mais quand même, il y avait quelque chose de... Ah, Bourdieu était plus proche de Sartre. Et Exactement. d'ailleurs, je t'avais dit que dans son habitus de prof de philo, un peu anarchiste et tout, il était assez proche de Sartre aussi. Parce que Sartre autorisait ses élèves à fumer en classe, Sartre emmenait ses élèves au bordel, bon, ce que Bourdieu n'a pas fait, mais juste bon, voilà. Enfin, voilà, il y avait ce côté un peu transgressif aussi, qui était assumé, voilà, et Bourdieu a retrouvé un petit peu. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison, et d'ailleurs, c'est vrai que dans le bouquin, je montre un peu avec l'entretien avec Gisèle Sapiro que Bourdieu avait fait dans les années 90 ou tout début 2000, où il dit moi, mon habitus faisait que Sartre, vraiment, je me suis construit contre tout ce qu'a fait Sartre, etc., au sortir de mes études. Et en fait, on voit, je pense que tu as raison, que par certains traits d'habitus, il n'y a pas grand-chose de commun avec ce grand bourgeois qui était Sartre, etc. Mais sur ce côté un peu décalé, c'est intéressant que Sartre ait réussi à faire ce que Raymond Aron, peut-être d'un milieu assez semblable, il faudrait voir ça plus en détail, aurait été à mon avis incapable de faire. Donc là, il y avait quand même des précipités d'habitus. Oui, c'est ça, oui. Je le développe pas forcément comme je l'aurais voulu dans l'article, mais ça m'avait intéressé en retrouvant ce discours de voir voilà, cette position un peu subversive qu'a besoin de prendre Bourdieu à chaque fois qu'il est mis en situation de discourir. Tout à fait. Alors, donc, on est à l'automne 55, on est en pleine guerre d'Algérie, et Bourdieu est appelé sous les drapeaux et quitte le lycée de Moulins, donc en cours d'année scolaire. Ouais, voilà. Vraiment début d'année en octobre. Donc, il est envoyé en Algérie, et à ce moment-là, il est affecté à des tâches administratives et de cartographie. Ouais. Et donc, ça lui permet d'observer de près aussi la société algérienne. Et donc, c'est un peu une première immersion dans un travail de terrain, en fait, on pourrait dire, qui va contribuer à le détourner petit à petit de la philosophie et qui va faire qu'il va être forcé, entre guillemets, enfin, de se convertir à l'ethnologie avant ensuite de passer à la sociologie, comme si l'ethnologie était une sorte de sas de transition vers la sociologie. Voilà. Tu pourrais dire un petit peu en gros ce qu'il a fait en Algérie, voilà. C'était quoi son quotidien en fait, et est-ce que toi tu as eu accès à des documents inédits sur cette période? Oui, tout à fait. Donc tu as résumé effectivement de manière très limpide quelque chose auquel j'ai consacré un gros chapitre parce que c'est des moments assez peu connus. Alors il y a le travail d'Amine Pérez, un sociologue qui a bossé notamment sur l'amitié et la rencontre avec Abdelmalek Sayad, qui va être ce grand sociologue de l'immigration par la suite, qui était un étudiant de Bourdieu à la base. Si on résume ça de manière assez rapide, je pense que la première étape intéressante, c'est de se dire effectivement Bourdieu est envoyé faire son service militaire et déjà il est extrêmement malheureux. On le voit dans la correspondance notamment avec son grand ami d'enfance Lucien Bianco, qui est devenu spécialiste de la Chine par ailleurs, qui m'a donné sa correspondance d'époque. Donc ça par exemple c'est un matériau vachement intéressant. Et c'est vrai qu'on voit là les pensées de Bourdieu à l'époque. Alors bien sûr on peut toujours dire dans ce qu'on écrit à un ami, il y a une part de jeu, une part de présentation pas forcément toujours la plus sincère, voilà. Mais c'est quand même, avec son meilleur ami, on a l'impression d'avoir quelque chose qui ressemble, parmi les éléments les plus concrets, les plus proches de ce qu'il pouvait penser à l'époque. Et là, Bourdieu, en fait, il est très, très malheureux, assez antimilitariste, c'est-à-dire qu'on sent qu'il se fait sanctionner par l'armée, il le dit d'ailleurs, parce qu'il aurait fait preuve de mauvais esprit, etc. Donc là, la première étape du service militaire, pendant quelques mois, ça se passe pas très bien. Il y a un événement intéressant, c'est qu'il demande à un militaire proche de ses parents, qui a un très haut poste, d'essayer en gros de lui trouver une planque. Et ça, l'institution militaire n'aurait pas du tout apprécié cette espèce de court-circuitage. Et donc, pour se venger, il aurait été envoyé sur le terrain, ce qui n'était pas forcément évident, en tout cas qu'il soit envoyé aussitôt. Et donc là, quelques mois après, alors qu'il est en train de faire ses classes, il est assez brutalement envoyé sur le terrain algérien à une réserve d'essence. Donc là, il doit surveiller une réserve d'essence, donc c'est une espèce de punition. Il n'est pas sur le terrain, en tout cas avec des armes, dans des situations... Surveiller une réserve d'essence, on a l'impression d'être dans Mad Max là. Exactement, ouais. Sur le désertique, très apocalyptique.
Et là, voilà, il envoie une lettre très touchante aussi à Lucien Bianco en lui disant que vraiment il se sent inutile, voilà, il dit j'ai mes fonctions vitales, boire, manger, dormir, mais à part ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ils se sent aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent l'intellectuel, en gros, il dépérit, notamment quand il fait ses classes, il dit à un moment, je me sens plus con et dégueulasse que jamais. Ah oui, ouais, parce qu'il n'a pas de livre, il n'a rien. Exactement. Donc il dit, et en plus il dit, c'est marrant, il dit les autres sont encore en train d'apprendre, il pense à ceux qui passent la grève, ou etc., ou qui ont commencé des thèses parce qu'ils avaient éventuellement fait leur service militaire avant. Bon, bref. Il n'avait pas commencé une thèse sur Husserl avant de partir en Algérie, non? Alors ça c'est compliqué de savoir la date exacte, mais ce serait plutôt après, ce serait plutôt en 57 qu'il aurait vraiment... Alors les premières réflexions lui sont sans doute venues avant, ça c'est sûr, dès 56 au moins. Mais l'inscription officielle, ce serait 57. Cette thèse, voilà, donc, première étape du service militaire, effectivement, très compliqué. Il arrive sur le terrain. Et là, ce même colonel Paul Ducournau, qui avait essayé de lui trouver une planque, ça n'avait pas marché, là, réussit à le prendre, étant donné qu'il est lui-même sur le terrain. Il est directeur du cabinet militaire du gouvernement général à Alger. Il a un très très haut poste. Et là, il a les moyens, on le voit dans les archives à Aix-en-Provence, les archives militaires de la France, où on voit qu'il y a un certain nombre de courriers où voilà, il a réussi à obtenir la nomination de Bourdieu. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ça c'est le deuxième moment de cette phase, c'est qu'il se retrouve dans un contexte qui est quand même très particulier, au cabinet militaire du gouvernement général. Donc en fait, il est chargé, il est au service d'information, en gros c'est la propagande. Ah oui, alors c'est assez étonnant d'imaginer Bourdieu là-dedans. Voilà. Donc en fait, entre guillemets, il collabore, je sais pas comment on peut dire ça. Hein. Alors voilà, c'est vrai qu'on pourrait aller jusqu'à dire ça. Le jeune prof de philo anarchiste, là, il se retrouve à la propagande finalement et il moufte pas en fait. Exactement. Alors ça c'est pas évident. Et effectivement, il moufte pas, c'est une bonne expression parce que... Il n'y a pas d'insubordination ni rien. Alors, il n'y a clairement pas d'insubordination. Il y a je mets dans le bouquin, il y a des documents que j'ai retrouvés. Camille Pérez aussi avait regardé pendant sa thèse, qui sont des documents. Alors d'ailleurs, oui, pardon, il y a une très bonne BD que je conseille d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors je dis BD, c'est un roman graphique sur ces questions, sur le parcours algérien de Bourdieu. Alors de mémoire et qu'il me pardonne, c'est Génaud et Thomas, le nom de ces deux auteurs. Donc l'un dessinateur et l'autre qui est un chercheur en sciences de la communication qui a fait un travail, et il montre notamment, je me suis retrouvé du coup dans les archives à Aix-en-Provence, les archives militaires, donc voilà, le roman graphique montre ça, son parcours de chercheur pour aller trouver ces documents, et ça c'est des sources très intéressantes. Et donc en tout cas, ouais, il se retrouve dans ce service d'information à gérer au quotidien la propagande, et les documents militaires d'archives montrent qu'il a de très bonnes appréciations, donc je les ai retranscrits dans le bouquin, caporal d'exception qui a rendu d'inestimables services au patriotisme ardent, voilà. Et c'est très étonnant quand même parce que pour quelqu'un qui avait toujours eu des problèmes avec la hiérarchie, là il est complimenté par sa hiérarchie, c'est très étonnant quand même. Exactement, donc ça m'a un peu interrogé. Forcément quand on étudie ça, on se dit à un moment, est-ce que ça va pas être une légende noire? On a l'image de Bourdieu qui est au service entre guillemets, du peuple algérien, montrer ses souffrances de la colonisation, et qui en fait aurait eu une première phase. Alors je pense qu'il faut avoir une vision un peu mesurée. Je pense qu'effectivement il n'a pas menti sur son parcours, il y a un certain nombre d'éléments, sans rentrer dans trop de détails, mais qui l'attestent. C'est-à-dire que c'était vraiment un étudiant plutôt engagé, contre la guerre, etc., plutôt pacifiste. Ça c'est Lucien Bianco qui m'a donné des souvenirs assez précis là-dessus. Je pense que quand il est nommé au gouvernement général, c'est ce que dit aussi André Nouchy, un historien qui l'a connu à ce moment-là, il dit au fond, c'était toujours mieux que d'aller crapahuter dans le bled, comme dit Nouchy. C'est une position où voilà, il n'était pas directement dans des actes meurtriers et très durs. Il faisait un peu son rôle c'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, c'est-à-dire de moins mal, ouais. De moins mal en tout cas, exactement. Ouais. C'est-à-dire voilà, le jeune agrégé qui a des capacités de rédaction. Tu sais, c'est drôle d'ailleurs, c'est Jean-Claude Passeron qui raconte qu'à un moment il était lui-même en Algérie à ce moment-là, il se connaissait pas d'ailleurs. Ah oui, il se connaissait pas, ouais. En fait, il se connaissait vaguement de vue, mais si tu veux, Passeron c'était le Foucaldien. Foucault avait 6 ans de plus qu'eux, il déjeunait avec eux, avec les étudiants à l'ENS. Ah oui. Apparemment, voilà, Passeron était très engagé à gauche. Bourdieu, comme tu le sais, avait toujours ce pas de côté.
Et donc voilà, il s'appréciait pas trop, donc il s'était Il y avait déjà vaguement des Foucaldiens dans les années 50, c'est dingue. Il y avait des... ouais. Alors, C'est les premiers Foucaldiens. les premiers Foucaldiens. En tout cas, effectivement, les jeunes élèves de ce jeune prof qui se disaient waouh, ces cours de psychologie sont vachement intéressants, avec la gâche et tout. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que Passeron raconte ça, tu sais, dans un entretien avec Sylvain Bourmeau sur France Culture. Il dit à un moment, je vois passer un tract de propagande, donc voilà, ce que vraiment produisait le service d'information. J'en reproduis un dans le bouquin. Donc c'est vraiment des tracts en fait qui vantent un peu ce qu'a fait la France en matière de colonisation d'un point de vue voilà, assez économique, etc. De dire, donc ils montrent des graphiques où tu vois avant 1830, en gros, avant la colonisation, le PIB avait tendance à évoluer comme ça. Je caricature un peu, et après la colonisation, il y avait quelque chose comme ça. Bon, voilà, des trucs comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que Passeron dit, je vois passer un énième tract, machin, je lis ça, et je vois une formule, et je me dis, mais ça c'est du Bachelard, c'est pas possible, c'est philosophe des sciences, Gaston Bachelard, enfin c'est une expression vraiment de... Et en fait, il aura la confirmation plus tard, quelques années après. C'est Bourdieu qui l'avait rédigé. C'est Bourdieu qui l'avait rédigé, voilà, qui est déjà intéressé par Bachelard. Donc voilà, c'est une période difficile. Alors ce qui est intéressant pour finir là-dessus, c'est que c'est un cadre aussi qui va être en fait assez décisif. Moi en tout cas, c'est mon hypothèse dans le bouquin, c'est que par rapport aux questions disciplinaires que tu poses sur comment est-ce qu'il est passé à l'ethnologie, en fait, c'est pas au gouvernement général qu'il passe à l'ethnologie, on va sans doute y revenir, mais c'est quand même un endroit où, par exemple, je prends un seul exemple, il y a une bibliothèque qui est la bibliothèque la plus fournie d'Alger, donc la bibliothèque du gouvernement général. Elle est dirigée par un archiviste qui s'appelle Émile Dermangen, qui est un historien et archiviste, spécialiste de ces questions, de culture musulmane, etc. Et c'est quelqu'un qui va l'introduire, Bourdieu le dit d'ailleurs. Dermangen a été un formidable introducteur au secret de la bibliographie, je cite à peu près verbatim ce que dit Bourdieu là-dessus. Donc voilà, il va avoir accès à une bibliothèque hyper fournie, à des chercheurs aussi qui viennent presque quotidiennement. Là j'ai eu accès à des archives de consultation des fonds de livres et d'archives. On voit voilà, tout un tas de chercheurs, Fanny Colonna, etc., qui sont des chercheurs sur place qui viennent se documenter dans ce qui est une sorte un peu de grand centre de documentation. Et donc Bourdieu, il va avoir accès à une matière assez formidable en fait, puisque en fait, moi mon hypothèse c'est que son boulot même, ses fonctions mêmes, étaient de se cogner une partie de cette littérature, si je puis dire, et ensuite de s'en servir pour éventuellement aller dans le sens un peu de la colonisation française. Un exemple marquant, c'est ce qui est appelé par certains le Bourdieu, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un énorme rapport que j'ai pu consulter aux archives d'Aix-en-Provence. C'est une espèce d'énorme classeur en fait qui est assez, je dois dire que ça fait partie des pires archives entre guillemets que j'ai faites. Non pas encore une fois pour forger une légende noire sur Bourdieu, c'est pas du tout ça, mais ça m'a un peu troublé quoi. C'est un classeur noir en plus. C'est comme les cahiers noirs de Heidegger. Ouais, voilà, c'est le cahier noir de Bourdieu. Il y a un petit côté. Pas de classeur noir, c'est ça. Il y a un petit côté comme ça. C'est vrai qu'en tant que chercheur, on découvre ça. Donc il y a des photos, tu vois. Alors franchement, je suis pas du tout là pour dire que c'est Bourdieu qui est responsable de ça, mais il y a des photos, par exemple, pour dire. Je me souviens de photos de militants. En fait, j'ai plus exactement le souvenir, mais si tu veux, tu avais des photos très dures, genre de personnes décapitées. Et en gros, le propos du document, c'était de dire voilà ce que les résistants, tu vois, le FLN, etc., sont capables de faire, en gros. Et aucune preuve, enfin voilà, je suis pas au courant exactement de ce qui s'est passé, mais on sentait vraiment un truc un peu sordide. Alors, ça aurait été attribué à Bourdieu. Bon, moi, ce qui m'a intéressé, c'est voilà, on a ce genre de document. Donc, Bourdieu a dû participer de près ou de loin à ce genre de choses. Et en même temps, ce qu'il écrit à Lucien Bianco est intéressant et à mettre en parallèle, c'est qu'il dit à son ami à cette époque, voilà, qu'à la fois, il dit assez clairement, je me sens pas en accord avec ça. Et d'un autre côté, il a l'air de dire à Lucien Bianco qui est resté, en fait, Bianco a raté l'agrégation d'histoire, donc il la repasse. Et Bianco, en fait, on a l'impression que il est resté l'étudiant à Paris dans les milieux pacifistes, gauchistes, entre guillemets. Et il y a un Bourdieu qui est sur le terrain et qui lui fait pas un peu la leçon, mais qui lui dit en gros,
bah voilà, toi tu vois ça de ton point de vue, mais moi qui suis sur place, je vois aussi tout un tas de choses et je me rends compte que la situation est compliquée un peu des deux côtés. Il dit dans une grosse lettre que je cite, un peu in extenso, voilà, de là où tu es et de là où je suis, en fait, finalement, il faut se rendre compte qu'il y a des salauds de tous côtés, quoi. Il y a quelques salauds de tous côtés, il y a surtout des minables un peu de part et d'autre, et que la situation, elle est très complexe. Donc voilà, je pense qu'à minima, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est un peu sorti de cet aspect, de cette vision peut-être pacifiste, gauchiste, etc. Un peu naïf, ouais. Peut-être un peu naïve en un sens, voilà. Et il est passé voilà, à une attitude un petit peu plus mesurée, mais qui ne doit pas non plus être vue. Le livre ne l'accrédite pas du tout, voilà, qui ne doit pas être vu comme une espèce de renoncement et un Bourdieu qui aurait été vraiment un collabo très fier de ce qu'a fait la France. Il était sans doute pas dupe, mais pendant un an et demi, il a dû un peu voilà, compter avec le fait aussi qu'il avait été nommé par ce personnage, qui lui avait trouvé cette planque, et qu'après tout, bah, c'était une façon un peu de s'en sortir. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Sociologie de l'Algérie, dont on reparlera peut-être, en fait, la genèse de Sociologie de l'Algérie se trouve ici, parce qu'il écrit à Jules Villemin, donc son collègue, son enseignant à l'école normale, philosophe, qui était enseignant à la Sorbonne, les cours avaient lieu à la Sorbonne quand on était normalien à l'époque, et en fait, il écrit à Jules Villemin, j'ai l'idée d'un ouvrage, c'est encore un petit peu flou, mais en gros qui parlerait de la situation en Algérie, etc. Et je ne cite pas très bien, mais en gros c'est ça qui serait une des lettres attestant qu'il pensait à écrire Sociologie de l'Algérie. Donc c'est en fait voilà, au contact de cette littérature, etc., au gouvernement général qu'il aurait eu l'idée de publier les Sociologies de l'Algérie. D'accord. Et donc là on est en 55-56. Donc et il fréquente l'université d'Alger aussi. Alors ouais, c'est ça. Donc en fait, et il va rencontrer des figures de l'ethnologie. Ouais, exactement. Donc ça c'est la deuxième étape. Voilà, si on boucle un peu là-dessus, c'est que en 56, donc là il est sur le terrain algérien. En avril à peu près, mars-avril, il arrive sur le terrain algérien. Il est nommé au gouvernement général à peu près en avril-mai. Et il va faire donc une bonne année jusqu'en octobre 57, donc presque une année et demie au gouvernement général. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, il va voir des choses, lire des choses, etc. C'est là qu'il va avoir la matière pour Sociologie de l'Algérie, qui est pour le coup un ouvrage qui est pas du tout empirique. Donc c'est un bouquin vraiment de lecture, c'est un compte-rendu de lecture où il prend un chapitre sur différents qui paraît en 58. Voilà. Donc il l'écrit voilà, en 57. Je pense qu'en gros, il a, en termes de date, ce qu'il fait, c'est qu'il a collecté beaucoup de son matériau au gouvernement général. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans ses archives, on voit qu'il y a des documents du gouvernement général qu'il a pris comme pochette dans son dossier sur l'Algérie. Enfin bref, donc on sent qu'il s'est servi de choses. Et en même temps, il a eu, à partir de cette démobilisation à octobre 57 environ, octobre-novembre, faudrait vérifier. Il va prendre quelques mois pour finaliser Sociologie de l'Algérie qui paraîtra en septembre 58. Oui, parce que donc, si on reprend les dates, il est démobilisé fin 56, mais il choisit de rester. Alors, il est démobilisé fin 57 et il choisit de rester en gros à peu près un an. Fin 56 ou fin 57 Fin 57. D'accord, ok. Voilà, il est nommé en avril 56 à peu près au gouvernement général. Il fait un an et demi jusque fin 57 et tout début 58, il est nommé à la faculté des lettres d'Alger. Et c'est là notamment où il va aussi approfondir l'étude du monde kabyle. C'est ça, c'est ça. Parce que en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc voilà. Pour redire ça, donc avril 56 jusqu'à novembre 57 à peu près, il est au gouvernement général, et ensuite il aurait la possibilité, il est démobilisé, il aurait la possibilité de retourner à Paris. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est que en fait, il va écrire, là aussi, Lucien Bianco, vraiment ses lettres ont été très précieuses pour retracer ça. Donc il écrit à Lucien Bianco, j'ai deux solutions, il dit Toulouse. C'est-à-dire Georges Canguilhem, l'inspecteur général de philosophie, lui propose d'aller à Toulouse. Pour un poste de quoi? De chargé de cours, de maître de conférence Alors, ce serait en prépa. En prépa, ah oui, d'accord, au lycée Fermat. Au lycée Fermat, exactement, de Toulouse. Alors là, il dit peu exaltant. Bon, c'est vrai que lycée Fermat en prépa, en sortie de concours, enfin,
Après l'expérience de Moulins, voilà, ça aurait été sans doute intéressant, mais en fait, il va être plus intéressé par la proposition que lui fait la faculté des lettres d'Alger de devenir assistant de... Alors, là, en fait, il va occuper dans un premier temps un poste dans la licence de morale et de sociologie, donc qui était l'un des cursus au sein de la licence de philosophie. Donc, en gros, quand on était étudiant de philosophie à l'époque, on avait un quart de son emploi du temps qui était réservé à la validation de la licence de morale et de sociologie, ça représentait un quart à peu près, avec des cours donc à la fois de morale, donc ça relève plutôt de la philosophie, mais aussi de sociologie, donc une espèce d'introduction, pas toujours très empirique, à la sociologie. Donc au grand texte de Durkheim. Et donc en fait là il entre dans l'université française, parce qu'à l'époque jusqu'en 62 c'est la France. Tout à fait, l'Algérie c'est la France. Ouais. Tout à fait, donc il a ce poste qui lui est proposé, alors voilà, donc il aurait pu vraiment, c'est les bifurcations, c'est ça qui est intéressant, là il aurait pu retourner en philo à Toulouse, être prof de prépa, faire des bouquins de philo, ça aurait été une carrière, c'est ça que je trouve intéressant dans Jeunesse d'un sociologue aussi, c'est de voir toujours toutes les bifurcations qu'il aurait pu prendre. Tous les micro-choix. Tous les micro-choix qui font qu'à un moment, ça aurait pu être tout à fait différent. Carrefour, parce qu'une fois qu'il est démobilisé, rien ne le force à rester en fait. Tout à fait. Il fait le choix de rester. Il fait vraiment le choix de rester. Alors pourquoi il fait le choix de rester ? Sans doute parce que ce qu'il a vu, alors c'est là peut-être... Alors que c'est toujours la guerre en plus. Alors c'est toujours la guerre, tout à fait. Le contexte est vraiment pas marrant. Alger, c'est dangereux, d'ailleurs il va le raconter aussi au fur et à mesure où pour le coup, là il va opérer une bifurcation. Alors je pense que là il y a quelque chose, c'est intéressant de voir qu'une fois qu'il est sorti du gouvernement général, là il va retrouver quand même une liberté de parole et sans doute un positionnement qui correspond plus à ce qui est le sien. Donc c'est là qu'il va faire aussi Sociologie de l'Algérie, qui est pas... donc c'est vraiment un ouvrage, c'est un que sais-je. C'est un que sais-je, et pourquoi un que sais-je d'ailleurs ? Parce que normalement les que sais-je c'est fait par les universitaires un peu expérimentés, lui il a 28 ans, comment il se retrouve à faire un que sais-je ? Exactement, Qui lui demande, il conseillait, il connaissait quelqu'un au PUF ou qu'est-ce que... Alors, j'ai pas d'éléments extrêmement précis, mais c'est une question que je me suis posée dans le bouquin. Et tu as tout à fait raison. Parce que personne ne fait un que sais-je comme premier livre. Non, voilà, ça c'est une aberration. Donc là encore, c'est une espèce d'anomalie académique dans le parcours de Bourdieu de commencer par un que sais-je. C'est quand même très très étonnant. C'est très étonnant. Ouais. Exactement, personne ne fait ça. Et ce que j'essaie de dire dans le bouquin, c'est qu'au fond, ça tient sans doute à plusieurs raisons. Et notamment, l'une un peu structurelle, c'est que la sociologie est cette discipline qui n'est pas encore autonome. En fait, elle va être autonome en 58, ce qu'on appelle la licence de sociologie, donc un cursus indépendant de sociologie au sein de l'université en France. C'est Raymond Aron qui crée, pas que lui, mais c'est un instigateur, qui crée ça en 1958, donc l'année où Bourdieu fait paraître Sociologie de l'Algérie. Donc ça veut dire qu'en fait, la sociologie, c'est une discipline qui était complètement phagocytée par la philosophie, donc déjà on peut se dire en tant que philosophe, c'est pas totalement absurde de ce point de vue-là de publier un livre de sociologie. Et c'est parce que du coup c'était une discipline qui était, je prends l'exemple dans le bouquin, tu vois, toi qui es spécialiste de philosophie, on n'imagine pas effectivement, je sais pas moi qui suis sociologue, jamais je pourrais publier un que sais-je sur Heidegger ou Kant, enfin je veux dire, voilà, il y a un côté diplôme, symbolique sur bah oui, parce que c'est un agrégé de philosophie qui publie un livre, un que sais-je, Sociologie de l'Algérie, alors qu'il n'est ni spécialiste de l'Algérie ni sociologue. Enfin, c'est très très étonnant en fait. Exactement. Quand tu réfléchis. Il n'a pas il n'est même pas doctorant. Il a cette expérience, donc il est philosophe, il peut dire j'étais sur le terrain, j'ai vu des choses. Alors c'est là que la position au gouvernement général a dû peut-être être un argument pour dire. Mais c'est vrai que dans la négociation, ça j'ai pas trouvé de. Et il y a marqué quoi d'ailleurs ? Tu te souviens sur la page de faux titres de Pierre Bourdieu, assistant à la faculté de lettres d'Alger, agrégé de philosophie, il y a marqué quoi ? Alors tu as raison, parce que j'ai eu en main la première édition de 58, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres après, enfin 3 ou 4 autres. C'est une bonne question, son titre exact sur le coup, je pourrais pas le dire de tête, mais je pense que c'est effectivement assistant d'ethnologie, parce qu'en plus ses titres ont changé sur les 2 ans qu'il a fait à la faculté des lettres. Au départ c'était vraiment un assistant en morale et sociologie, et petit à petit il a été assistant d'ethnologie, même ethnologie musulmane. Et d'ailleurs le titre, pourquoi Sociologie de l'Algérie et pas Ethnologie de l'Algérie aussi ? Ouais, tout à fait. Alors ça il dit que c'est un choix, c'est pas évident de le savoir aussi, là on se base un peu sur ce qu'il dit, mais lui il dit en tout cas que c'était un choix fort de ne pas considérer, en fait de considérer que cette opposition entre ethnologie et sociologie était presque une opposition
coloniale en fait, voire raciste, c'est-à-dire de dire on fait de l'ethnologie quand c'est vraiment des sociétés exotiques un peu lointaines et dont nous on vient en tant qu'occidentaux et comme c'est très différent de nous, bah, on parle des ethnologies et la sociologie c'est notre propre société. Et là, c'est vrai que l'Algérie, il y a quelque chose de très bizarre parce qu'à la fois on peut dire l'Algérie c'est la France et en même temps aller étudier l'Algérie c'était faire preuve d'un travail ethnologique. Donc c'est des étiquettes un peu bizarres. Et lui, en tout cas, a dit, je l'ai appelé sociologie de l'Algérie, c'était un choix fort pour montrer que finalement, cette distinction est un peu absurde et qu'on fait toujours quelque part de la sociologie, même une sociologie. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre, d'ailleurs, que moi j'ai pas lu, Sociologie de l'Algérie, tu peux nous le résumer en quelques mots? C'est quoi, c'est descriptif ou il défend une thèse? Je vais être sincère, honnêtement, c'est pas un livre, c'est sans doute le livre qui m'a le moins passionné de Bourdieu. C'est un livre vraiment de description des différents pans de la société algérienne. Alors, par exemple, tu as un chapitre sur les Mozabites. Donc, tu vas avoir un chapitre sur un pan. Moi, je suis pas spécialiste, je peux pas en dire quelque chose de très précis. Et ce qui est intéressant, c'est que Bourdieu, d'ailleurs, dans le lien que je fais entre son expérience au gouvernement général et ce bouquin, par exemple, il y a une publication du gouvernement général qui s'appelle Les Documents algériens. Bon, et Bourdieu a publié les bonnes feuilles. Quand il publie ce bouquin, les bonnes feuilles sont publiées, tu vois, quelques semaines avant, dans les Documents algériens. Ce qui montre bien que les Documents algériens avaient cette espèce de positionnement à la fois un peu de propagande et en même temps quand même de recherche aussi, puisque des bouquins comme celui de Bourdieu pouvaient être publiés là-dedans. Donc voilà, c'était en fait essayer d'expliquer, alors moi de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, ça c'est le problème aussi quand on bosse sur Bourdieu. D'abord déverrouiller votre iPhone. D'accord, la technologie. Ouais. Quand tu Ce n'était pas la voix de Bourdieu d'outre-tombe, hein, je précise. Il voulait intervenir. Oui, c'est ça, il voulait Je suis peut-être intervenir. en train de dire une bêtise. Ouais. Mais en fait, oui, c'est un bouquin qui comment dire, lui, Bourdieu l'a conçu comme étant une façon de dire la société algérienne, c'est une société qui, contrairement à ce qu'en disaient certains ethnologues de manière un peu Condescendante. tout à fait, en fait, c'est une société qui a ses complexités et qui ne pourra pas trouver, voilà, le destin de la guerre d'Algérie ne pourra pas de revenir à un statu quo où les Algériens seraient, comment dire, voilà, s'intégreraient, s'assimileraient, même comme on dirait aujourd'hui, dans un certain courant de la pensée politique, tu vois, dans la France, et surtout que c'était une nation, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus clairement, c'est que Bourdieu dit à un moment, je voulais montrer aussi qu'il y avait une vraie culture, ce qui était complètement dénié, en fait, et donc il y avait, même entre les Mozabites et par exemple, tu vois, les Kabyles, etc. Ouais, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les Kabyles. Kabyles quand même à l'intérieur. Ouais, lui c'est la région Ouais. qu'il a le plus étudiée, qui est plus au sud. Mais voilà, donc Sociologie d'Algérie, ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est que c'est un bouquin, non pas très scolaire, mais en tout cas un bouquin qui n'est pas empirique, c'est pas dû aux premières enquêtes, ça c'est plus tard. C'est un bouquin vraiment de description un peu et d'ailleurs le Bourdieu le dit comme ça, alors il dit j'aurais jamais dû publier ça chez Plus Sèche par ailleurs, il dit j'aurais dû en faire un bouquin chez Gallimard, ça aurait été bien plus vendu. Bon, moi j'ai plus les chiffres en tête, mais il en a vendu quand même plusieurs milliers et ça a l'air de pas trop mal marcher. Bon, les publications sur l'Algérie à cette époque évidemment il y avait un effet un peu d'actualité bien sûr. Puis aujourd'hui, il est plus édité, ou juste comme c'était Bourdieu, on l'édite quand même à titre patrimonial. Ouais, quand même, il y a eu plusieurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, Bourdieu a été très inquiet de dire des bêtises. Donc, on sent. La réception a été mauvaise en fait du livre. Oui. Alors, lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, quand on voit les chiffres, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai fait une étude un peu des recensions d'époque. Bon, honnêtement, il y a quand même un certain nombre d'auteurs. Rodinson, etc., qui était professeur au Collège de France, qui chronique le bouquin. Donc on peut pas dire que la réception a été nulle, loin de là. Mais c'est assez intéressant parce que, en gros, les recensions disent il y a un petit côté, l'agrégé de philo oui, ça c'est l'un des spécialistes. Et là, Bourdieu dit dans une lettre ah là là, lui, Marcel Émérite, il me fait peur. J'attends avec impatience ce qu'il va dire sur mon bouquin, tout ça. Ouais. Et là, il y a pas mal de critiques un peu sur il devrait profiter un peu des progrès de l'histoire sociale, sortir un peu de sa position d'agrégé de philo. Marrant, parce que lui, après, il ne cessera de reprocher aux philosophes, finalement. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est marrant. Tout à fait, il a été dans cette situation, ça l'a peut-être marqué. Ouais, t'as raison. C'est un lien
qu'on peut faire. Donc son bouquin a été diversement reçu, ça n'a pas été le succès qu'il aurait espéré. Il a eu l'impression, il dit à André Nouchy, parfois je me dis que j'aurais mieux fait de dormir parce qu'il a apparemment fait des nuits vraiment très très courtes pour publier ce truc. Et ça, c'était un ouvrage de commande. C'est les pufs qui lui ont demandé. Bah, j'ai pas d'éléments. Je Parce pense qu'en général, que sais-je, c'est un ouvrage de commande. J'imagine, ouais. J'imagine. Tu sais absolument pas qui est-ce qu'il connaissait. Alors, je sais pas, la collection elle existait depuis combien de temps? Ça a été fondé par Engoulevent, là, mais je sais plus en quelle année, dans les années 20, 30, je ne sais plus. Alors, ça, faut que je demande à mon ami Sébastien Zerilli, qui est spécialiste, qui fait une thèse. Il finit une thèse sur les. Sur les que sais-je. Sur les que sais-je, voilà. C'est intéressant ça, oui. La collection des que sais-je, et notamment en centrant sur la sociologie, ce qui l'intéresse le plus. Donc, c'est un spécialiste. J'espère ne pas dire de bêtises en disant que c'est 41. J'ai un souvenir de ça. Alors 41, est-ce que c'est... Je pense que c'est la collection que sais-je. Et les pufs, ce serait plutôt début 20e. Mais voilà, Sébastien, si tu nous écoutes, tu vas peut-être me dire que c'est n'importe quoi. Mais de mémoire, c'est ça. Et donc 41, donc ça aurait, lui, quand il publie ça, une quinzaine d'années en gros, à vérifier. Parce que donc, durant ces années, cette année entre 57 et 58, qui va beaucoup étudier aussi, en particulier en Kabylie, les effets sociaux de la guerre. Les bidonvilles, l'exode rural, le déracinement, des choses comme ça. Et il va aussi là se forger en autodidacte ces instruments sociologiques, questionnaires, analyse statistiques et tout. Il va un peu mettre les mains dans le cambouis là. Il va faire un peu, il va s'auto-former quoi, parce que personne ne lui a jamais appris en fait c'est comment on fait une enquête, comment on fait un questionnaire, les statistiques, les machins, tout ça. Donc comment il s'est formé à ça, parce qu'après c'était important pour son métier de sociologue justement. Ouais, tout à fait. C'est important aussi effectivement moi c'est une énigme un peu en fait, ce bouquin c'est aussi des suites d'énigmes comme ça dans son parcours, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il choisit ça. Et là tu as raison, c'est vrai qu'on se dit, bon il est agrégé de philosophie. Concrètement, il fait son mémoire, tu sais, à l'école normale supérieure sur Leibniz. On est très très loin du travail de terrain. Et donc la transition n'est pas simple. Alors, il y a quelques explications possibles que j'essaye un peu de synthétiser dans le bouquin. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il est autodidacte, si on donne à ce terme effectivement l'acception de il n'a pas eu comment dire, si on prend l'acception vraiment un petit peu générale, qui serait en gros, il a dû se former plus ou moins tout seul sur le terrain. 100 mètres. 100 mètres, exactement. Quelqu'un qui lui a dit, voilà, je vais t'apprendre comment on fait un questionnaire. Voilà. Exactement, je te transmets vraiment les codes, etc. Donc, si tu veux, si je fais un peu en mode macroniste et en même temps, on peut dire qu'il est à la fois autodidacte, de ce point de vue-là, effectivement. Et d'un autre côté, ce que je montre un peu dans le bouquin, c'est aussi que, en fait, quand on regarde sa formation, à la fois la licence de morale et de sociologie dont on parlait tout à l'heure, que lui a suivi en tant qu'étudiant, en fait il y avait des cours de sociologie et j'ai retrouvé en fait le contenu un peu de ces cours, notamment par rapport à des notes d'un étudiant qui était de son époque, de sa promotion, Gérard Simon. Et en fait on voit que c'est intéressant quand même dans les références qu'utilise Bourdieu dans ses premiers travaux, il y a pas mal de ces références qui sont dans ses notes de cours de son camarade. Donc il y a le contenu du cours de sociologie, de la licence de morale et de sociologie, et deuxièmement, plus intéressant, il y a un certificat d'ethnologie que Bourdieu a été l'un des rares de sa promotion de philosophe, où ils étaient 8 à choisir l'option philosophie à l'entrée à l'école normale sup. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bourdieu a suivi donc des cours d'ethnologie au Musée de l'Homme. Ah oui. Voilà. Donc en fait, il a... Ah quand même, oui, d'accord. Donc il part pas de rien non plus. Il part pas de rien. Oui. Et à l'époque, il connaît un peu Lévi-Strauss et tout. Exactement. Et en fait, voilà, le plus probable, c'est qu'il ait suivi des cours de Lévi-Strauss au Musée de l'Homme. Et ça, c'était un certificat d'ethnologie. En fait, je m'étais renseigné là-dessus. C'était un certificat qui avait été créé un peu par les durkheimiens des années 20 pour essayer de relancer un peu la dynamique autour de l'ethnologie. Parce que quand Bourdieu part en Algérie à l'automne 55, c'est exactement le moment où Lévi-Strauss publie Triste Tropique. Exactement. Du coup, il y a une espèce de conjonction entre les deux là, qui est assez étonnante d'ailleurs. Exactement. À un moment du bouquin, j'essaie de lister un petit peu, entre guillemets, d'étudier les différentes raisons de ce Bourdieu, on avait forcément entendu parler aussi. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai même un exemple concret là-dessus. C'est que... Mais il n'a pas lu à sa sortie, non?
Ah si, je pense. Si, ah ouais. Pour le coup, je pense qu'il l'a plus ou moins lu à sa sortie parce que en tout cas, quand il donne ses premiers cours à la fac d'Alger, je me souviens, tu sais, Abdelmalek Sayad dont on parlait, qu'il a eu en cours, donc qui était étudiant à la faculté des lettres d'Alger, enfin dans un bouquin de témoignages beaucoup plus tard, il dit ah oui, Bourdieu nous parlait beaucoup de Lévi-Strauss en cours, et en gros, pour lui, ça avait l'air tellement important, et il était tellement comment dire, admiratif de l'œuvre de Lévi-Strauss que pour nous, on doutait que, c'est à peu près verbatim, Sayad dit on doutait que Lévi-Strauss ne fût fait de chair et d'os, tellement c'était un demi-dieu, tu vois, enfin, un truc, donc vraiment, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte d'à quel point Lévi-Strauss, évidemment, comme tu le sais, Bourdieu va être critique de Lévi-Strauss par la suite, critique du structuralisme, etc. Mais dans ces années 50, d'ailleurs, il y a une lettre de Bourdieu à Lévi-Strauss où il y a une très courte correspondance que j'ai retrouvée de quelques lettres, mais il y en a une où il dit, tu sais, c'est après la leçon sur la leçon, justement, il remercie Lévi-Strauss d'y avoir assisté, et il dit, j'aurais, dans des lieux plus secrets, j'aurais aimé... donc pas devant tout le monde, vous témoignez d'à quel point votre aide lorsque j'étais jeune ethnologue a été précieuse. Ah oui. Il lui donne notamment accès, tu sais, à ce qu'on appelle je vais le dire avec mon accent anglais horrible, les Human Area Files, qui sont en fait un ensemble de fiches anthropologiques sur toutes les cultures du monde. Et ça, il y en a, je crois, 2 ou 3 dans le monde, des fichiers comme ça, dont un au Collège de France. Grande base de données un peu. Exactement. Avec tout un tas de données sur vraiment tous les peuples du monde. Et voilà, donc ça, Bourdieu a fait une demande pour accéder à ces documents, sans doute pour étudier la société algérienne. Oui, d'accord, donc c'est pas non plus complètement par hasard qu'il se lance dans l'ethnologie, parce qu'il y a quand même ce grand modèle là, avec sans doute un désir mimétique aussi, de voilà, un peu comme le gamin qui voit Mbappé et puis qui a envie de. Voilà, ah oui, tout à fait. Voilà, de faire pareil quoi. Je pense que vraiment c'était une figure majeure. Ouais. Et parce que si tu veux, toute l'interrogation aussi à un moment du bouquin, c'est de dire. Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais Bourdieu n'a jamais eu de maître en fait. Enfin, jamais. Peut-être son seul maître revendiqué, ça serait Lévi-Strauss. Enfin, je sais pas. Il y a un peu Canguilhem, un peu Canguilhem. Ouais. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'est pas. Voilà, dans des biographies d'autres auteurs, on a souvent le maître. Oui, voilà. Je sais que tu connais ça mieux que moi, mais Foucault disait qu'Hippolyte, par exemple. Voilà, Jean-Hippolyte. Même on parlait de Jules Villemin, on peut pas dire. Pour Jacques Bouvresse, ça a été son maître. Pour Bourdieu, ça a été une figure importante. On peut pas vraiment dire que c'était son maître. Non. Donc à chaque fois, il y a. Voilà. Non, c'est juste. Ouais. C'est juste, et d'ailleurs, c'est vrai que voilà, Foucault apparemment a activement dit qu'Hippolyte avait été. En plus, si tu veux, il fait une description notamment des cours d'Hippolyte où il dit mais on buvait ses paroles, on était pris. Jamais Bourdieu a dit ça, notamment dans la partie sur les classes préparatoires. Oui, jamais Bourdieu a dit ça de personne en fait. D'aucun de ses profs en prépa, il était vraiment assez critique. Et voilà, Canguilhem a été important, mais il l'a connu finalement, ils se sont brouillés, bon, ils se sont mis, mais je pense quand même que Canguilhem est l'une des figures qu'il respecte le plus. Et d'ailleurs, je crois c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser que dans une correspondance entre eux, là aussi on n'a que quelques lettres, mais il dit, je crois que Canguilhem dit, en gros, arrêtez de m'appeler maître. Enfin, ah oui, ne m'appelez pas maître, c'est marrant. Peut-être avec Canguilhem, il y avait quand même il l'appelait maître quand même. Je crois qu'il l'appelait. Ah, ça c'est intéressant, ouais. C'est peut-être le seul. Je pense que c'est le seul. Ah oui, d'accord. Raymond Aron, c'était aussi une figure qui a été marquante pour lui, mais c'est pas du tout un mentor, en plus ils se sont brouillés, c'était un peu plus tard. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de prestige des disciplines, si tu veux, moi c'est une question un peu, je dis, mais au fond, est-ce que Bourdieu fait pas du masochisme académique? Il est en philosophie, ce qui est la discipline considérée comme reine, que ce soit à l'époque ou encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que à l'époque, justement, Bourdieu est en plein dans la transition où les sciences sociales commencent à prendre un prestige grâce à l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, qui devient presque supérieur, en tout cas qui vient contester la philosophie. Et donc au fond, il est, pour le dire comme tu dis avec Mbappé, il est aussi cool de devenir anthropologue que de devenir philosophe, ce qui n'était pas du tout le cas encore avant, où il y avait Sartre, l'intellectuel total. Donc ça c'est vraiment important dans sa transition. Ah, Sartre est important dans les années 50 encore. Oui, tout à fait, mais pour dire, voilà, dans ce côté, la grande figure, tout le monde voulait être Sartre aussi. Quand Derrida dit à un moment, moi de mon époque, c'est pas possible d'avoir raté Sartre, c'était la figure absolue.
Et d'ailleurs, peut-être une petite parenthèse sur Derrida, parce qu'en Algérie, il y a aussi Derrida, non? Ouais. Donc ils se connaissent, Ils se connaissent bien. Ils se rencontrent régulièrement à l'époque, quand Ouais. Bourdieu est en Algérie. Exactement, ouais. Mm. Donc ils se connaissent depuis Louis le Grand et ensuite ils se sont. Alors Bourdieu avait 1 an d'avance, donc, Ouais. Derrida. Derrida, il était mobilisé aussi? Pourquoi il était là? Alors il était mobilisé et ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé les fameuses planques, donc c'est le mot qu'on retrouve dans ses lettres à l'époque, dans ses lettres d'époque, de dire voilà, il faut trouver une planque, c'est-à-dire voilà, un lieu où on ne soit pas vraiment sur le terrain à être confronté au pire. Et là, en fait, lui, Derrida, il aurait trouvé un poste, alors d'ailleurs, je crois au gouvernement général aussi, mais à la traduction. Il faisait des traductions de l'anglais, voilà, de textes anglais, donc je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais Benoît Peters, son biographe, j'avais lu sa biographie il y a quelques années, doit l'expliquer un peu. Donc voilà, lui, il avait trouvé sa planque. Lucien Bianco, lui, il va enseigner l'allemand, lui qui n'était pas spécialement spécialiste d'allemand, mais il avait fait de l'allemand, il avait un bon niveau, donc il devient prof d'allemand en Algérie. Donc chacun de ces normaliens essaye un peu de survivre, de se placer, voilà, pour pas faire pour pas être vraiment sur le terrain. Et donc ouais, voilà, donc Bourdieu, je pense que c'est important vraiment d'insister sur Lévi-Strauss. Ça a été cette figure qui a légitimé l'idée qu'un philosophe puisse passer à l'anthropologie. Oui, parce que Lévi-Strauss était aussi agrégé de philosophie à l'origine et tout. Alors lui, c'est pas passé par l'Algérie, mais par le Brésil. Là encore, c'est un peu. Il faut aussi qu'il y ait un décentrement géographique pour produire un décentrement disciplinaire, peut-être. C'est ça aussi qui est intéressant. Exactement. Ouais. Dans les deux cas, Ouais. même si Lévi-Strauss, ce qui est marrant, c'est que apparemment, c'est ce que raconte Emmanuel Loyer dans sa biographie. J'adore évidemment les biographies. Qui vient de paraître en poche d'ailleurs. Exactement, ouais. Très belle biographie, pardon. Et elle raconte que Lévi-Strauss, pour le coup, donc je l'oppose un peu à Bourdieu de ce point de vue, Lévi-Strauss serait allé voir genre quelques semaines ou quelques mois après l'agrégation de philo, dans les années 20. Non, je crois qu'il est en 31, peu importe. 31. Il va voir Marcel Mauss et il lui dit j'aimerais en gros faire de l'ethnologie. Tu vois, quelques semaines après avoir obtenu ce fameux sésame, D'accord. après cette fameuse leçon qu'il fait en ayant consommé de la drogue pour l'agrégation de philosophie. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. Je savais pas. Et Strauss raconte qu'il a passé à peu près les 6 heures de préparation de la fameuse leçon d'agrégation. À prendre de la drogue. Donc il a pris de la drogue, il était complètement dans les vapes. Ah, ouais. Il est tombé sur une leçon sur Spinoza d'ailleurs. Ah, tiens, c'est Et il a réussi plus ou moins à... Et il raconte qu'il dit, il y avait une vidéo assez marquante où il raconte ça à 80 ans, il dit je suis tombé sur le pire sujet qu'un agrégatif puisse tirer, c'était existe-t-il... Oui, c'était pas sur Spinoza, mais il s'est servi de Spinoza, il dit existe-t-il une psychologie appliquée? Et il dit voilà, moi je n'avais pas la moindre idée des tests à l'époque, etc. Et apparemment il a fait cette leçon sous drogue. Donc, expérience à ne pas reproduire chez Expérience vous. à ne pas reproduire. Il s'en est sorti. Voilà, nous nous adressons aux agrégatifs, ne reproduisez pas ça Ouais. le jour de l'oral. J'étais très malade. Et... Nous déclinons toute responsabilité. Ouais, non, Voilà. tout à fait. On évite. Et oui, alors on va cheminer petit à petit vers la suite de notre entretien, parce que, alors il faut se rappeler que dans la domination masculine, ça commence par 3 études d'ethnologie kabyle. Donc après, on va retrouver la trace de Bourdieu, du passage de Bourdieu en Algérie. Il y a toute cette étude sur la maison kabyle, justement, avec l'opposition entre l'extérieur qui est le domaine masculin et l'intérieur qui est le domaine féminin, etc. etc. Donc après, ça n'a pas cessé de le nourrir pour toute la suite de son œuvre, en fait, cette expérience en Algérie. Tout à fait, c'est vrai que... Et d'ailleurs, excuse-moi, mais ces études d'ethnologie kabyle, elles datent des années 50 ou du coup, je me souviens plus Oui, alors en fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'après la publication de Sociologie de l'Algérie, quand il est à la faculté des lettres, c'est là qu'il va commencer ses premiers travaux. C'est intéressant, il y a une philosophe qui n'est pas très très connue, mais sur laquelle j'ai un tout petit peu travaillé par son lien avec Bourdieu, c'est Clémence Ramnou. Clémence Ramnou, donc, qui est cette philosophe helléniste, spécialiste des présocratiques, qui était collègue de Bourdieu. Elle dirigeait la licence de morale et de sociologie, donc c'était un peu la primus inter pares de Bourdieu à l'époque. Et elle écrit à un moment que, en gros, je prends cet exemple parce qu'elle est philosophe, vraiment, elle n'a rien à voir avec le terrain. Bourdieu non plus en un sens. Encore une fois, il a travaillé sur Leibniz, mais
à un moment, Bourdieu est engagé par Sociologie de l'Algérie, il a un début de réflexion, etc. Bon, Clémence Ramnou, c'est pas du tout le cas, mais elle dit en gros, c'est tellement un terrain particulier. En gros, s'ils avaient été à la Sorbonne, sans doute que ça aurait été très différent, mais là, être dans cette guerre coloniale où on est en confrontation avec... jusqu'en 1962. Jusqu'en Et 1962. Bourdieu, justement, a souvent insisté par la suite sur le fait que le fait d'avoir été formé en temps de guerre, ça développe un état d'esprit particulier. Tout à fait. La façon de faire un questionnaire, un entretien, un machin, voilà. Il y a toujours une dimension un peu d'urgence, d'incertitude. Ouais, exactement. Exactement, c'est construire des questionnaires. Enfin, je veux dire, il a raconté dans Esquisse pour une auto-analyse qu'il y a des moments où il n'était pas sûr de revenir le soir. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Je veux dire, c'était vraiment des conditions très, 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 très dures. Donc en fait, il était à la fois autodidacte, ce qu'on disait tout à l'heure, il était à la fois autodidacte et en même temps, donc déjà c'était dur, et en plus, il était dans un contexte de guerre où, je veux dire, c'est pas pareil que d'aller enquêter comme moi je pourrais le faire sur des ouvriers ou des enseignants-chercheurs, Oui, comme le feraient des sociologues, sur des terrains beaucoup plus en temps de paix. Donc c'est vraiment très particulier comme condition. Et il dira après, c'est lui qui dit que la sociologie est une science inquiète, justement, je crois, non? C'est possible. Donc c'est peut-être lié à ça aussi, non? Peut-être lié à une dimension un peu comme ça, quoi. Ouais, je me souviens plus de ce mot, mais t'as raison, et en tout cas ça lui va bien, de dire que il y a une forme de précarité. Lui, il s'est formé à la sociologie dans cette précarité assez extrême. Alors pas lui vécu personnellement, même si encore une fois il a eu parfois des ennuis. D'ailleurs, tu sais, il quitte l'Algérie en 59. Oui, alors quand est-ce qu'il quitte l'Algérie? En 59. En 59, il fait pareil, il fait en gros une année en 58, et ensuite, donc de janvier à septembre 58, et ensuite il fait septembre 58 jusqu'à fin 59. Et là, il raconte, j'ai pas trouvé de traces de ça, mais Clémence Ramnou le confirme en disant, elle écrit à quelqu'un d'autre, elle dit ouais, là Bourdieu pourrait avoir des problèmes. Elle l'apprécie beaucoup, elle dit voilà, il se donne vraiment à fond, c'est vraiment un collègue très cher, et elle dit son positionnement pourrait lui valoir de mauvais moments. Elle dit ça à, je sais plus si c'est Gottman, le géographe, ou ce qui est assez marrant, elle est en correspondance avec Henri Gouillet, qui était le directeur de mémoire de Bourdieu sur Leibniz, donc sans savoir forcément qu'il la connaît. Et elle dit voilà, il faut qu'il fasse attention. Et donc en décembre 59, là il dit que c'est plus prudent, il rentre à Paris. Et d'accord, là il atterrit où comme poste Alors il atterrit à Paris, donc sous la direction de Raymond Aron. Ah oui, ça c'est intéressant. En fait, c'est que 6 mois avant à peu près, il a été repéré un peu par Raymond Aron, notamment qui avait lu son Sociologie de l'Algérie, puisque Aron il fait paraître un bouquin sur l'Algérie en 1958 aussi. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Ouais, il va plus tard signer la préface de la version anglaise de Sociologie de l'Algérie, The Algerians, en 62. Et donc là, en fait, en 59, il repère un peu Bourdieu. Et ce qui se serait passé, alors Bourdieu dit que ce serait Clémence Ramnou, justement, décidément, ça fait plusieurs fois qu'on la cite, Clémence Ramnou qui aurait parlé à Aron de Bourdieu, alors que Aron venait présider un jury de baccalauréat. Donc c'est vraiment de baccalauréat, oui, voilà. Qui devait être présidé par un universitaire. Voilà, c'est ça. À Alger, à l'époque, c'était des universitaires, des enseignants du supérieur qui surveillaient, enfin qui dirigeaient les... Oui, je crois encore aujourd'hui, la règle veut que ce soit un universitaire qui préside le jury du baccalauréat. Oui. Donc des circonstances particulières qui font que voilà, Aron est là. Il se trouve que Ramnou était plus ou moins à l'ENS au moment où Aron aussi y était. Ils n'étaient pas de la même année, ils avaient quand même 2-3 ans d'écart. Bourdieu est un peu imprécis là-dessus, mais en gros, voilà, on constate que... Parce qu'à l'époque, Aron, donc il a 54 ans, il est professeur de sociologie à la Sorbonne, c'est ça hein. Exactement. Et donc il a créé le centre de sociologie européenne. Non, je me souviens plus comment c'est. Ouais, c'est ça. Et donc c'est là où il accueille Bourdieu, qui va être son assistant en fait. Ouais, exactement. Alors c'est le centre européen de sociologie. Centre européen de sociologie. Centre de sociologie européenne. Et voilà, Bourdieu va rejoindre donc Aron. Donc voilà, l'idée c'est qu'en gros Aron aurait plutôt trouvé sympathique Bourdieu, aurait eu l'occasion donc de le rencontrer, et il l'aurait fait venir en disant c'est un sociologue qui a l'air prometteur, je le fais venir au centre. Et donc Bourdieu devient assistant de sociologie à la Sorbonne. Et là, il se dit pas, tiens, je vais faire une thèse avec Aron, machin, puisque je suis son assistant. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, au moment où il est encore à Alger, il écrit un moment à André Nouchi qu'il compte
parler à Aaron de son projet qu'il a de faire une thèse, et il espère qu'Aaron va être intéressé. Et en fait, c'est le cas. Bourdieu va avoir un rapport assez compliqué à l'exercice de la thèse de doctorat, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a mené pendant des années, et Aaron a été son directeur de thèse en l'écoutant, en le conseillant. Et en fait, ce qui a été compliqué pour Bourdieu, c'est que Bourdieu a dit qu'à un moment, Aaron avait considéré que ce serait indigne de lui qu'il publie ses travaux algériens comme étant sa thèse. Bourdieu, Aaron avait une thèse sur travaux, quoi. Une sorte de thèse sur travaux. Sur l'Algérie, c'était pas forcément ce que Aaron visait pour Bourdieu. Bourdieu l'a un peu mal pris, et ça a participé aussi plus tard de leur dégradation, avec leur divorce qui sera consommé en 68. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est Aaron qui l'a sorti, entre guillemets, qui lui a offert cette magnifique retraite, entre guillemets, parisienne, et qui a vraiment lancé la carrière de... Parce que c'est vrai qu'on retient souvent cette opposition entre Aaron et Bourdieu à partir de mai 68, mais ça a été vraiment une relation au début des années 60 qui a été très très forte, qu'il ne faut pas sans doute non plus exagérer, parce que Aaron était pas forcément toujours dans le cambouis un peu de la recherche vraiment que menait Bourdieu, mais enfin c'était une autorité intellectuelle. Oui, puis c'était aussi un agrégé de philosophie qui était passé à la sociologie, mine de rien. Donc exactement. Ça pouvait être aussi un modèle pour Bourdieu de ce point de vue-là. Alors sachant qu'on pourrait dire aussi qu'Aaron, pour le coup, le saut empirique, il ne l'avait pas fait. Non, il restait quand même très théoricien. C'était quand même très théoricien. Ouais, il ne faisait pas de questionnaire ou de machin. Voilà. Il n'allait pas faire trop des entretiens, ça c'était pas trop son truc. C'est ça. D'ailleurs, Aaron dit dans un entretien, peut-être que si j'avais eu ma formation après 45 en tant que philosophe, peut-être que le passage à la sociologie empirique aurait été moins dur. Bah oui, il ne faut pas oublier qu'il y a 25 ans d'écart avec Bourdieu quand même. Tout à fait. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien, c'est vraiment une génération. Et voilà, donc il n'a pas fait le saut empirique qu'a fait Bourdieu, donc je pense pas que c'était un modèle de ce point de vue, même si sur le côté la discussion intellectuelle, Bourdieu le dit d'ailleurs dans un entretien sur France Culture après la mort de Aaron, donc à la fois ils étaient brouillés, mais apparemment ils s'étaient quand même un petit peu rabibochés, enfin ils s'étaient reparlés, et Bourdieu disait, vous savez, quand on discutait avec Aaron, on se sentait un peu réduit, c'est le mot qu'il emploie, pour dire, voilà, c'était quand même il était intimidé, très intimidant. Parce qu'il n'était pas facilement intimidable, Bourdieu. Non, pourtant, c'était quelqu'un qui était... Mais là, Aaron, vraiment, c'était une autorité intellectuelle. Et puis, tu m'avais raconté une anecdote qu'il avait, quand il était allé voir, je sais pas, Aaron dans sa maison de vacances, et tout, il avait dû mettre une cravate à la dernière minute parce qu'il voulait pas... se présenter devant Aaron sans cravate. Tout à fait. C'était à cette période-là, dans les années 50, des années 60. Exactement, c'est ce moment-là où ils se rencontrent vraiment pour la première fois, donc ils s'étaient jamais vus en vrai. Ah oui. C'était pour leur première rencontre. Je crois que c'était leur première rencontre, c'est ça. C'est Gisèle Sapiro qui m'a gentiment transmis cet extrait en fait d'entretien qu'elle a eu avec Bourdieu qui lui racontait cet événement. Et Bourdieu raconte que par la suite, Aaron s'était fichu de lui parce qu'apparemment Aaron était dans une maison de vacances perchée, je sais plus où. Oui, en slip de bain, puis il voit un mec avec une cravate. Et en fait, là où il s'est moqué, c'est surtout que Bourdieu a arrêté sa voiture. Ah oui, c'est ça. Il arrête sa voiture, il enfile, parce qu'il n'avait pas dû la garder pour tout le voyage, il met une cravate juste avant de voir Aaron, et Aaron le chope en train de faire ça. Ah oui, il le chope en fait. Le chope, voilà, là il se moque de lui. C'est marrant, Mais ouais, c'est marrant. Une relation. Et alors donc, on va un peu terminer notre parcours. Donc, il y a le Centre européen de sociologie, et puis après, quand est-ce qu'il passe à l'école pratique de hautes études? Alors en fait, comment dire, donc lui, il arrive en 60, donc là il s'inscrit dans les activités du centre, et il va être nommé en 64, d'abord... Donc l'année des héritiers. Donc l'année des héritiers, tout à fait. Alors là, il va faire de 60 à 64, de 60 à 61, il fait un an à la Sorbonne. 61 à 64, il va être à Lille, il va être maître de conf à Lille. C'est là qu'il rencontre Jean Bollac. Avec qui il a une correspondance inédite que tu as pas mal utilisée. Exactement. Ou que tu cites, du coup, je me souviens. Que je cite, tout à fait. Que je cite à des moments qui m'a été utile. Et cette relation avec Bollac est importante. Et ensuite, en 64, il est nommé à l'école pratique des hautes études.
D'accord. Alors, Où il je va crois que c'est rester 65, jusqu'à son élection au Collège de France. Oui, c'est ça, puisque le Ouais. BHE en fait en 75 va se transformer en EHESS. Oui, il va y avoir une scission de la 6e C'est la section. 6e section exactement. Et là, lui, il va suivre le HESS après. Voilà, D'accord. jusqu'à. Alors je sais plus si normalement je sais pas si on peut cumuler, mais je pense qu'il y a en tout cas il y a toujours des séminaires à l'EHESS dans les années 80, donc je pense qu'il cumule le Collège de France et ses séminaires. Oui, bah oui, on le voit dans le film de Pierre Carl, on Tout à voit fait. à un moment qu'il est à la Maison des Sciences de l'Homme. Donc, Voilà, c'est ça. Donc là ouais. il va rester directeur d'études à l'EHESS. D'ailleurs, c'est pas un séminaire qu'il donne, il vient pour parler à des étudiants. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Oui. Dans, Je crois qu'il n'a pas toujours gardé les deux. À un moment, il n'avait plus que le Collège de France. Sans doute pas, pense, mais c'est vrai qu'il y a il y a un projet, je crois, qui prend du temps. peut-être terminer de diriger des thèses et tout, machin. Alors, il y a ça. Voilà, Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'école doctorale au Collège de France. Donc, Non, c'est ça, c'est vrai. Donc je pense qu'il a dû cumuler en partie, d'autant qu'il y a un projet qui ne voit pas le jour, et j'en suis frustré, mais c'est de publier les séminaires de l'EHESS Ah oui. de Bourdieu. Ah, parce que les cours au Collège de France sont publiés, tous, je crois. Ouais, maintenant c'est Mais fini. on pourrait aussi publier les séminaires. Ouais, c'est un projet qui est. On a des traces, on a des. On a apparemment vraiment les. Parce qu'en fait, ils enregistraient toutes les séances et j'ai eu accès à quelques séminaires. Voilà, dans C'est des aussi archives. intéressant que les cours du Collège de France. Ah, je dirais que c'est très très intéressant. Alors, c'est peut-être plus accessible les cours au Collège de France parce que c'est un peu plus suivi, il s'adresse à un public peut-être un peu plus large. Mais là, franchement, pour rentrer dans la cuisine de la recherche, Ah ouais. il y a beaucoup de séminaires. C'est vraiment Bourdieu, directeur de thèse, qui fait passer ses doctorants venant présenter leur travail. Et il y a quelque chose de vraiment peut-être un petit peu plus technique, mais très intéressant sur. Mais attendez, vous parlez de ça, mais je suis Ah pas. oui, parce qu'on voit les entretiens avec les étudiants et tout, la façon dont il les reprend, il corrige. Ouais, c'est ça. Enfin, on Ah voit oui. Pierre Bourdieu de point, on voit que là Ah oui, il d'accord. intervient, ensuite D'accord. l'étudiant se défend. C'est pas que des séminaires comme ça, c'est aussi des séminaires où à un moment il Plus présente magistraux, un truc, oui. plus magistraux. Mm. Mais ça c'est vraiment intéressant, si ça pouvait sortir. Et alors on reparlera après du rapport de Bourdieu à la philosophie, mais donc là ça nous fait une transition plus naturelle, puisque là, bon, après en gros à partir de 64, quoi, enfin toi je sais pas où tu mets la borne, mais on peut considérer que la période du jeune Bourdieu est finie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est 64, publication des héritiers. C'est à partir de là qu'on y avoir le Bourdieu sociologue qui va développer sa pensée et tout tel qu'on le connaît en gros. Voilà. C'est ça. Mais alors après de l'Algérie va rester quand même, parce qu'il va y avoir encore le livre Travail et travailleurs en Algérie, il y a des choses comme ça tout à fait. où il va reprendre des enquêtes. Voilà, donc ça va le suivre un petit peu quand même. Et Travail et travailleurs en Algérie, c'est après les héritiers ou avant du coup C'est un tout petit peu avant, c'est en 63. Ouais. 63, oui d'accord. 63, donc ça permet vraiment de boucler la boucle aussi par rapport à la séquence algérienne, quoi. Et en 64, là, il y a les héritiers, la sociologie de l'éducation et tout, donc là, c'est plus Bourdieu qu'on connaît, quoi. Voilà, tout à fait. Et toi, en fait, tu as travaillé sur toute cette période de sa naissance jusqu'à 1964, en fait, dans ce livre. Effectivement, alors Parce que tu t'arrêtes tout, en fait, si on veut résumer dans ce livre. Tu t'arrêtes vraiment en 64 ou un petit peu avant? Alors, je me suis pas fixé de borne, forcément vraiment de me dire 64, mais tu as raison en tout cas que ça correspond à ça. En gros, moi c'était jeunesse d'un sociologue, donc c'était de voir avant qu'il soit le sociologue tel qu'on le connaît. Alors il y a juste le dernier chapitre justement où là je m'intéresse aux relations en plus sociologie-philosophie, donc là je vais après ça on va en reparler. Après. On va en reparler. Alors ce que je voulais faire, parce que ça concerne un de tes thèmes de recherche actuels aussi, c'est que c'est la question de l'élection au Collège de France, justement, parce qu'on dit que donc il y a le Centre européen de sociologie, après il y a Lille, 3 ans, donc là il enseigne la sociologie. Hein. Ouais. Après il y a le PHE, et qui va devenir en 75 le HESS, c'est ça, la 6e section. Et donc en 79, il y a la distinction, donc son livre le plus célèbre, donc qui va devenir un livre de notoriété mondiale en fait, qui va rendre possible son élection au Collège de France. Et donc il est élu quand et voilà, puisque tu es en train de travailler un peu sur ça, et dans quelles conditions Bourdieu est élu au Collège de France, qui propose sa candidature, comment c'est accueilli, voilà, comment il réussit à être élu, voilà, est-ce que tu peux pour le coup entrer dans la cuisine un petit peu de ça, parce que tu travailles sur ça, je pense. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est un stade très embryonnaire, donc je peux pas dire des choses extrêmement précises, mais je peux effectivement donner un tout petit peu le cadre. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, en 79 il y a la distinction, en 80 il y a le sens pratique, donc il va publier
coup sur coup, alors le sens pratique est un peu moins connu du grand public, entre guillemets, mais la distinction et le sens pratique, c'est vraiment ces deux grands ouvrages parmi les plus marquants de Bourdieu. Et donc c'est vrai que ce serait intéressant d'ailleurs dans l'enquête d'essayer de déterminer est-ce que il y a eu cette volonté après tous ces travaux algériens, après Les Héritiers qui était un petit bouquin, La Reproduction qui était un peu plus gros, mais enfin est-ce qu'il y a eu la volonté à un moment de se dire bon, est-ce qu'il faut que je fasse le Magnus Opus Oui, pour être élu au Collège de France. pour être élu au Collège de France. C'est vrai qu'il peut y avoir des stratégies de cet ordre. Et il y pensait? C'est une stratégie consciente ou pas? Honnêtement, à ce stade, j'en sais rien. J'en saurais sans doute rien, même après enquête. Mais enfin, on peut réfléchir à des... bien sûr, ce serait génial de dire dans la correspondance qu'il écrirait à un collègue bon là, il faut que j'arrête mes articles, etc. Il faut vraiment que je fasse un gros bouquin. Donc voilà, là c'est assez embryonnaire. Je peux pas... j'ai pas d'éléments là-dessus. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de me dire... cette élection au Collège de France, en fait, c'est un peu parti du fait qu'il y a eu quelque chose d'assez bizarre dans cette élection, c'est que en fait, Bourdieu a été élu en 81, mais il a pris le poste entre guillemets qu'en 1982. Et l'histoire, donc il y a eu une espèce comme ça ça a traîné quoi. De vacances un peu compliquées. Mais il y a toujours il s'écoule toujours au moins une petite année entre le moment où on est élu et le moment où on entre en fonction. Alors ça peut arriver que ça prenne du temps, mais là en fait ce qui est intéressant, et je l'ai lu dans une petite notice qu'a faite Christophe Charles, l'historien Christophe Charles, sur la question, en fait, c'est que la ministre de l'enseignement supérieur de Giscard, en fait, Bourdieu est officiellement élu alors qu'on est encore sous Giscard. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est qu'à l'époque, il y avait une coutume qui était que l'Académie des sciences morales et politiques, pour ce qui est en tout cas des chercheurs en sciences sociales, se prononce sur la pertinence ou non de valider l'élection du professeur qui a été élu par ses pairs. Ah oui, ça c'est très étonnant, parce que normalement on considère que l'Académie des sciences morales et politiques et le Collège de France c'est vraiment complètement distinct. Hein. Ouais, tout à fait. Et là, l'Académie des sciences morales avait quelque chose à dire, enfin pouvait se prononcer sur l'élection d'un type au Collège de France. Ouais, c'est ça. Mais à titre consultatif ou alors, à titre de validation, non. C'était a priori à titre bizarre, consultatif, ouais. Effectivement. C'était une coutume un peu... Ouais. Et généralement, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire qu'effectivement, l'institution Collège de France, avec ce mode de sélection particulier, effectivement, où un prof d'archéologie byzantine peut dire oui, je veux bien ce candidat sur la chaire de sociologie. Historiquement, il y a quand même une opposition politique qui était que l'Académie des sciences morales est plus à droite et le Collège de France est plus à gauche. Ouais, tout à c'est fait, mais tu connais sans historiquement. doute ça mieux que moi. Ouais. T'as un peu lu des choses aussi, toi, là-dessus sur le Collège de France, l'élection, tu m'avais donné un peu quelques billes, si le sujet t'intéresse. Ça fait partie des éléments à creuser, de restituer un peu ces institutions dans le paysage. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus conservateur a priori, et à tel point justement que l'élection de Bourdieu, donc là, encore une fois, je donne des éléments à creuser, mais l'élection de Bourdieu aurait été... invalidés par l'Académie. Invalidés, donc ils avaient un pouvoir de... Alors, ils avaient voté contre, mais ça ne voulait pas dire que ce vote contre empêchait... En fait, si tu veux, ça aurait donné, c'est ce que j'ai trouvé dans les archives, ça aurait donné envie ça aurait donné une raison à la ministre de l'Enseignement supérieur de Giscard d'Estaing de dire « Ah, on a cet avis défavorable, donc moi, je n'ai pas envie de prendre les décrets d'application concernant les décrets de nomination de Bourdieu. » Et donc voilà, c'était une question politique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, en termes de positionnement politique, Giscard et Bourdieu n'étaient pas totalement alignés. Et donc avec l'arrivée de Mitterrand, ça a débloqué le truc. L'arrivée de Mitterrand aurait débloqué le truc, mais ça aurait fait un peu patienter Bourdieu. Il y a une lettre notamment que j'ai lue dans les archives où Bourdieu dit qu'en gros ça commence à être un peu long. Et alors qui propose sa candidature au Collège de France ? Alors il est celui qui le propose, c'est André Miquel. Qui est grand arabisant. Qui est un grand arabisant, voilà. Traducteur des Mille et une nuits dans la Pléiade. D'accord, ça tu me l'apprends. Et donc c'est lui qui va être un peu le soutien. Mais qui sera l'administrateur après du Collège de France. Ou est-ce qu'il était déjà à l'époque? Non, il n'était pas à l'époque, effectivement. Il le sera un peu après. Et il connaissait Bourdieu comment
Alors c'est vraiment, ouais, c'est là où c'est... T'es un collègue de l'EPHE ou c'était quoi C'est pas évident, ça fait partie des multiples notes comme ça que j'ai commencé à prendre un peu sur donc, trouver les liens, ça fait partie de la grosse enquête encore que je suis en train de mener, mais c'est pas évident de savoir. Ouais. Est-ce que j'ai regardé par exemple, est-ce que sociologie d'Algérie, est-ce qu'il lui aurait envoyé, est-ce qu'il y a des... Donc ça fait partie des choses encore à creuser dans les archives et autres. Mais voilà, en tout cas, il y aurait eu un conflit un peu... C'est pas l'école normale, non? Ils sont de la même génération, la Oui, même tout à fait. promotion, Tout à fait, ils sont de l'école normale, alors pas de la même promotion, il est un peu plus ancien, Mickaël, mais je crois qu'il y a un lien, j'avais commencé à trouver un lien là-dessus. Et en face de lui, donc, il aurait eu Touraine. Donc, Ah oui, Alain Touraine, d'accord. Voilà, Alain Touraine aurait été l'autre prétendant, mais Bourdieu va l'emporter dans l'élection assez largement. Ouais. Et alors, on sait quels étaient ses partisans et les partisans et les adversaires de cette élection? Parce que, donc, à l'époque, au Collège de France, il y avait qui? Il y avait enfin, de connu, il y avait Michel Foucault. Est-ce que Lévi-Strauss, il était déjà honoraire ou il était déjà... Alors, Lévi-Strauss, c'était tout juste, mais il était toujours là. Ouais. Il y avait Foucault, il y avait... Il y avait Jules Villemin, encore. Il y avait Jules Villemin, Ouais. il y avait Venn. Il y avait Paul Venn, ouais. Voilà, alors après, il y a des... Il y avait Dumézil. Alors, est-ce qu'il était toujours là, lui? C'est une bonne question. Est-ce qu'il était encore pas honoraire? Parce que je crois que quand tu es honoraire, tu peux plus voter. C'est possible, ouais. Ouais. Il y avait qui? Il y avait Georges Duby aussi, peut-être, non? Il y avait Duby. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait Aron. Ah si, il y avait le grand helléniste anthropologue, là, Vernant. Oui, il y avait sans doute Il y avait Vernant. Jean-Pierre Vernant. Oui, parce que d'ailleurs, Vernant, c'est celui qui lui fait les gros yeux à voilà. la leçon sur la leçon. Donc, Vernant était là. Voilà, après, il y a plein de disciplines. Bon, Et Raymond Aron, qui avait été élu 10 ans avant, en 70. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il fait sa leçon inaugurale la veille de celle de Michel Foucault. Ah oui. Michel Foucault, 2 décembre 70, Aron, 1er décembre. Ah oui, d'accord. On a surtout retenu la deuxième, mais Ouais. l'ordre du discours. Mais est-ce que Aron... Bah non, parce que Aron, il avait dépassé les 70 ans, donc à ce moment-là, il était forcément honoraire. Ouais, donc Aron, non, doit plus. Il y avait Boulez aussi. Il y avait Boulez, ouais. Et c'est vrai que Boulez et Bourdieu, apparemment, se sont bien entendus. Mais voilà, il faudrait creuser. Alors, tu vois, j'ai pas repris le dossier depuis quelques mois, mais il faudrait revoir si on... Mais est-ce qu'il y avait des partisans acharnés ou des adversaires acharnés? Parce que Bourdieu était déjà très clivant après la distinction et tout. Ouais, je sais qu'en tout cas, il l'emporte assez largement. Ouais, assez largement. Donc voilà, et après, en termes de partisans, vraiment, c'est sûr que Alors, Paul Venn, ouais, il y a des positionnements assez... Paul Venn, en même temps, il était plutôt du côté de Passeron, c'était le grand ami de Passeron. Ah oui. Passeron et Bourdieu s'étaient un peu fâchés depuis. Ah oui, oui. Donc c'est pas évident, ces différents jeux, mais je suis à peu près sûr que Venn a voté Bourdieu quand même. Et Foucault, on sait? Foucault, on ne sait pas, mais là aussi, alors même si Touraine avait quand même aussi ses partisans et était reconnu intellectuellement, bien sûr. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand je regarde les dits et écrits de Foucault, quand tu vas à l'index Bourdieu, à la fin, il n'y a rien, quoi. Ouais. C'est quand même très étonnant, alors qu'il meurt en 1984. On a l'impression qu'il n'a jamais lu un livre de Bourdieu. Je suis toujours extrêmement étonné de ça. Oui, alors il y a quand même dans leur lien, l'un des trucs que j'avais vu dans l'enquête, c'est Travail et travail en Algérie. Tu vois, c'est marrant, c'est pas le livre dont on pourrait penser que Foucault, voilà, c'est ce qui l'intéresserait le plus, mais il avait demandé à Bourdieu de publier la partie sociologique dans une maison d'édition. Donc il y avait quelques liens comme ça qu'on peut retrouver. Mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de correspondance de Bourdieu et Foucault. Assez étonnant. Il y avait sans doute une rivalité. C'était un peu... Alors lui, Bourdieu dit... Foucault et moi, on était les deux disciples chéris de Canguilhem. Donc il y avait peut-être une espèce de rivalité de disciples, tu vois. Bon, ils étaient sur des choses assez différentes, en fait. C'est vrai que Foucault... moi, je le vois à titre personnel, en sociologie, il y a des gens qui se sentent très, très dans la théorisation foucaldienne. Oui. Moi, j'avoue que j'ai jamais pu en faire grand-chose. Les mots et les choses, j'ai lu ça... Tu vois, ça me touche pas forcément. Mais voilà, je suis pas sûr que Bourdieu avait énormément de... Et tu vois, quelqu'un comme Héribon qui a été proche des deux, c'est sans doute lui qu'il faudrait interroger pour savoir les liens entre les deux, mais je pense qu'il y avait des liens, ils se sont retrouvés au niveau politique aussi sur la Pologne et sur la Pologne, voilà. Ça,
Mais à part ça, c'était un peu distant paradoxalement, ouais, de ce que je comprends. Et alors, bon, donc voilà, donc c'est un thème sur lequel tu travailles en ce moment, donc l'élection de Bourdieu au Collège de France, ça pourrait peut-être donner lieu à un article justement, quelque chose. Hein, Ouais, tout à fait. Peut-être en 2026 ou tu sais pas. Voilà, bah là je suis pris dans les affres des concours. Oui. Mais j'espère voilà, pouvoir finaliser ça Et peut-être. donc là aussi, tu essayes d'avoir accès aux archives, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai fait la plupart des archives simples, entre guillemets, accessibles. Mais maintenant, il y a tout un tas d'archives un peu secondaires auxquelles on pense pas. Et donc, 45 ans après, le Collège de France peut ouvrir les archives des élections de l'époque pour savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Donc ça, on peut savoir. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Ça, j'y ai eu accès assez facilement. Et puis après, une autre partie du travail, ce sera de reconstruire le réseau de relations en fait, qui ont rendu cette élection possible, quoi. Exactement. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, il y a des... Là aussi, mon ami Sébastien Zerelli, qui est un grand lecteur de sociologie, me fait passer des infos au détour d'articles où il a vu récemment un sociologue parler de l'élection de Bourdieu au Collège de France. Donc après, voilà, c'est tous les fonds d'archives un peu indirects qu'il faut aller faire pour essayer de voir un peu pourquoi cette personne a dit ça. Est-ce que c'est un petit peu avéré ou est-ce que c'est juste une mesquinerie entre collègues. Un des trucs que j'ai appris récemment, c'est que, par exemple, Boudon aurait... Donc Raymond Boudon, un des grands adversaires de Bourdieu, donc défenseur de l'individualisme méthodologique et tout, voilà, ce qui était un peu l'antipode de Bourdieu en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai que quand on fait des cours sociaux, on a vraiment cette opposition-là, qui est à la fois scolaire, mais en même temps donc, a un peu une part de vérité sans doute. Et Boudon aurait dit que, en gros, Aron avait finalement soutenu Bourdieu. Donc il y aurait une théorie selon laquelle, et ça c'est vrai que ça a l'air d'être... Mais Aron, il était honoraire, il ne pouvait plus voter. Alors là ce serait le Aron de l'Académie des sciences morales et politiques. Ah, d'accord, oui. Qui aurait été un des rares peut-être, donc là encore une fois il faut que je creuse ça, mais qui aurait été un des rares à dire à ses collègues de l'Académie, en gros... Malgré la rupture de 68 Malgré la rupture de 68, mais c'est vrai qu'apparemment il s'était quand même un peu reparlé depuis. Peut-être même d'ailleurs que Bourdieu, pour sa nomination, Bourdieu était quand même un fin connaisseur des institutions du champ, donc même si c'était une institution un peu plus périphérique, mais il n'est pas impossible qu'il ait essayé de recontacter Aron, sachant qu'Aron faisait partie de ce comité, etc. Et apparemment, de ce que j'ai appris, grâce à Sébastien, Boudon aurait écrit dans un passage, je crois que c'est dans une lettre à quelqu'un, il aurait écrit que finalement Bourdieu aurait eu l'accord d'Aron au niveau de l'Académie des sciences morales et politiques en échange, alors j'en dis pas plus pour une certaine raison, sans être trop mystérieux, mais en gros pour donner envie de lire ton article. Pour donner envie de lire, voilà. C'est une bande-annonce. C'est une forme de teaser, voilà. Un teaser, voilà. Mais en gros, voilà, il y aurait eu une espèce de deal entre Bourdieu qui aurait eu l'accord de Aron pour essayer de retourner un peu l'Académie des sciences morales et politiques en échange d'une faveur de Bourdieu envers Aron. Et ça, il faudra lire le... Putain, mais c'est le parent en fait là. C'est un peu, c'est un peu le parent. Aron, c'était un peu le parent en fait. Hein. Ouais, il y avait quand même. C'est un peu Marlon Brando dans le parrain 1, il avait un peu le même âge d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Et Bourdieu, c'est un peu Al Pacino quoi. Peut-être qu'il peut y avoir un truc comme ça. Non, mais ces jeux d'institutions-là sont intéressants, même d'un point de vue sociologique. Après, je pense que c'est intéressant de connaître les institutions pour savoir comment essayer de jouer un peu avec. Oui, c'est sûr. Bon bah c'est passionnant tout ça. Et alors bah pour terminer, donc faut reparler un petit peu du rapport de Bourdieu à la philosophie, parce que donc c'est le dernier chapitre de ton livre. Alors il commence à faire un peu sombre là, j'espère que vous y voyez encore quelque chose. Et bon écoutez, tant que vous nous écoutez, tant que vous nous entendez, c'est l'essentiel, ou peut-être on peut mettre un petit peu d'éclairage. Et donc pour parler un petit peu de ce rapport de Bourdieu à la philosophie, qui moi évidemment m'intéresse beaucoup, c'est peut-être une des choses qui m'intéresse le plus, étant moi-même de formation philosophique et ayant pris notamment sous l'influence de Bourdieu, pas seulement, mais notamment beaucoup de distance avec la philosophie ou avec certains attendus, peut-être certains préjugés aussi du milieu philosophique. En fait, Bourdieu donc n'avait plus le label officiel ou l'étiquette de philosophe. On sait qu'il a beaucoup critiqué après les philosophes pour
un certain nombre de raisons, notamment pour leurs préjugés sur la sociologie, sur ce processus aussi d'infériorisation, comme on aime bien dire maintenant, de la sociologie, sur ce complexe de supériorité au fond des philosophes qui pouvaient toujours juger de tout. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours étonné, on parle de scientisme, de réductionnisme et tout, mais les philosophes sont jamais coupables de quoi que ce soit, quoi. Ils ont toujours le privilège de la vision large et tout, machin. Et c'est pour ça que Vincent Descombes, je crois, dans Philosophie par Grottan, il invente ce mot assez intéressant de philosophisme. Je pense que Bourdieu n'aurait pas complètement renié, justement pour désigner la réduction justement de la vision philosophique, justement, qui prétend être large, surplombante, englobante et tout, mais qui en fait à bien des égards est extrêmement réductrice. Ouais. Enfin bon, voilà, je m'éloigne un petit peu, mais peut-être pas tant ça. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce rapport ambigu de Bourdieu à la philosophie? Parce que d'un côté, il n'est plus philosophe institutionnel, reconnu en tant que tel, il devient sociologue, donc il adopte une autre identité sociale aussi, et puis en même temps, il ne cesse pas finalement de faire de la philosophie ou de manifester des interrogations philosophiques par la façon dont il fait de la sociologie. Et c'est vrai que moi, souvent les gens me disent « mais Bourdieu, c'est difficile à lire ». Alors moi, qui ai beaucoup travaillé sur le jargon et qui ai beaucoup critiqué le jargon, bizarrement, je n'ai jamais trouvé Bourdieu difficile à lire. Moi, je me suis toujours senti comme un poisson dans l'eau. Ouais. Et il y a certains concepts techniques et tout, mais j'ai toujours... Et on m'a dit « ah oui, mais parce que toi, tu as une formation philosophique ». Donc, effectivement, est-ce que c'est plus facile de rentrer dans Bourdieu quand on est philosophe? Voilà, je te pose plein de questions en même temps, mais en gros, quel est son rapport à la philosophie? Puis il y a la question des méditations pascaliennes aussi. Ouais. Les méditations pascaliennes, c'est quand même un grand livre de philosophie. Toi, en tant que philosophe, je pense qu'effectivement, c'est un livre qui peut t'accompagner dans ta réflexion très clairement. Donc, c'est utile pour les philosophes. Pour répondre effectivement à tes questions, je pense que... Je pense que, tu sais, moi, quand j'ai donné un cours de sciences politiques à Amiens il y a quelques temps, j'avais voulu donner dans une première séance un texte de Bourdieu en me disant je commence par un auteur célèbre, tout ça, avant de rentrer dans des trucs un peu plus niche, comme on dit. Et j'avais donné, ça s'appelle, je crois que c'est élément pour une représentation politique ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un texte relativement connu de Bourdieu, paru dans les actes sur le champ politique en gros. Et je l'avais donné, si tu veux, et moi étant m'intéressant à Bourdieu, me spécialisant sur Bourdieu, je m'étais dit, voilà, je vais le préparer rapidement, mais ça ne me demandera pas trop de temps. Et en fait, je me souviens que quelques jours avant le cours, en le préparant, j'avais lu ça, et ça m'était vraiment tombé des mains, alors que tu vois, j'avais soutenu la thèse, enfin, Dieu sait que j'avais lu Bourdieu. C'est pour dire que c'est vrai qu'il y a quand même, à titre personnel, quelques travaux de Bourdieu où je me dis quand même qu'effectivement le jargon, la reproduction aussi... Oui, non, là je suis d'accord. Sur la reproduction, je suis d'accord, moi aussi ça m'est tombé des mains. Mais la distinction, je trouve que c'est un livre passionnant. Donc, oui, tout à fait. Tout jargonnant. Non, et accessible. Et là, c'est vraiment de la sociologie, tout à fait. Méditation pascalienne, c'est entre les deux. Je dirais que c'est quand même... moi qui n'ai pas de formation directement philosophique, par exemple, c'est un texte qui est pas toujours simple, disons, par les... Oui, c'est un texte qui est très dense. C'est quand même très dense partout. Mais il y a aussi des apartés autobiographiques aussi, qui sont intéressants. Qui sont très accessibles. Ouais. Et puis la figure de Pascal, du coup, est un petit peu... c'est pas pareil que la figure d'un Heidegger, où il y a un arrière-plan philosophique qu'il faut avoir. Oui, d'ailleurs, on peut citer le livre, le grand article qui est devenu un livre sur l'ontologie politique de Martin Heidegger, justement, qui est un espèce d'attaque frontale contre un certain type de philosophie. Ouais, quoi. Tout à fait. Contre aussi la figure du philosophe solitaire, héroïque, etc. Espèce de présocratique ombrageux, mais en même temps nazi. Enfin bon, c'est cette façon aussi de... Et là, c'était aussi une rupture par rapport à Derrida, pour le coup, de dire à Bourdieu, avec la sociologie, on peut aussi démystifier, peut-être pas la philosophie, mais en tout cas, on va dire la mauvaise philosophie, pour aller vite. Ouais. Et voilà, et ça c'est aussi un livre qui m'a beaucoup intéressé, quoi. Que j'ai lu plusieurs fois. Ouais, moi aussi.
Et pour le coup, mais c'est pareil, il est accessible à la lecture, je dirais, au sens où, voilà, quand il va dire derrière certains mots où on pourrait penser qu'il y a un concept très, très puissant philosophiquement, en fait, il y a une critique de la part d'Heidegger de la sécurité sociale. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc à la fois, il y a des choses accessibles comme ça, et puis en même temps, moi, tu vois, il y a tout un arrière-plan philosophique que toi aurais beaucoup plus en tête que moi sur voilà, le rapport de Heidegger à Husserl, la phénoménologie en général. Enfin, donc c'est là où c'est pas évident, parce que Bourdieu a cette culture-là de philosophe. Il dit qu'Heidegger, c'est quelqu'un qu'il a beaucoup lu dans les années 50, justement. Et en même temps, il est capable de faire une sociologie. Donc, comme il dit souvent, il est un peu entre les deux. C'est à la fois quelqu'un qui a goûté évidemment à la philosophie, qui a été cet aspirant philosophe pendant des années, et en même temps, en revenant, il sait aussi très bien tout le privilège de cette position et combien il est difficile d'en sortir et de prendre du recul, un peu comme ce que fait Louis Pinto aussi. Oui, tout à fait, notre ami Louis Pinto, qu'on salue au passage s'il nous regarde. Mais oui, c'est vrai, et Louis Pinto d'ailleurs a une trajectoire très similaire à celle de Bourdieu, de normalien, engagé de philosophie, et puis voilà, petit à petit, il rencontre Bourdieu dans un séminaire, après il fait sa thèse avec lui sur le Nouvel Observateur et tout, puis voilà, puis il commence une carrière de sociologue, où après il va justement beaucoup s'intéresser à la sociologie des intellectuels et des philosophes. Et voilà, il y a Canguilhem aussi. Il va beaucoup approfondir ce point-là. Et Canguilhem aussi. Qui dit avoir rencontré. Et donc oui, pour te répondre aussi, en tout cas pour pas être trop long sur ce dernier chapitre, l'idée c'était un peu de sortir de cette antinomie qui revenait tout le temps, c'est de dire en gros, soit Bourdieu c'était un ennemi de la philosophie, donc il y a tu sais, Michel Deguy qui avait écrit un article que Bourdieu avait détesté en disant en 1980 la haine de la philosophie. Voilà. Donc Bourdieu, ce serait vraiment l'ancien philosophe qui aujourd'hui renierait, mais à un point. Oui, dans une logique de ressentiment. Vis-à-vis de ces disciplines. Et d'un autre côté, après, il y avait certains, y compris d'ailleurs des disciples de Bourdieu, qui étaient plutôt sur le côté, Bourdieu, finalement, il fait semblant un peu d'être passé à la sociologie, mais il est resté philosophe. Voilà. Et tout ça m'apparaissait un peu imprécis. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu une ambition scientifique, de dire on va essayer de dire des choses un peu falsifiables, un peu empiriques sur la question. Parce que souvent, j'avais un peu l'impression d'une forme de café du commerce où chacun dit ce qu'il pense. Moi, je pense qu'il est philosophe, moi, je pense qu'il est sociologue. Ouais, d'accord, mais essayons d'apporter quelques éléments. Donc, tout l'enjeu, ça a été de dire voilà, quel est son rapport à cette discipline. En fait, moi, ce qui m'apparaît, pour le dire en quelques mots, c'est que c'est quelqu'un qui a été formé à la philosophie. Il est ensuite réellement passé à la sociologie. Simplement, ce que je trouve intéressant et c'est quelque chose auquel on peut penser à nous dans notre trajectoire. Moi, il se trouve que, comme tu le sais, j'ai fait ma thèse avec Frédéric Lordon, qui, je pensais... On salue au passage, je ne sais pas s'il nous regarde, mais ok, bon. Et en tout cas, je pensais à lui quand j'écrivais ça en thèse aussi, ce qui est devenu après... Parce que Lordon, excuse-moi, je te coupe, mais lui, il est passé de l'économie à la philosophie. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a toujours des... Donc ça, voilà, et je pensais à lui parce que, voilà, passer de l'économie à la philosophie, à la fois, bien sûr, je vois à quel point Spinoza, etc., comme tu le sais, est devenu central dans son programme de recherche, et en même temps... Puis maintenant, même à la psychanalyse, carrément. D'après ce que j'ai compris, bon là, je me suis encore moins. Je l'avais déjà un peu perdu depuis un certain temps. Mais on n'est pas tellement d'accord là-dessus, mais bon, c'est pas le débat facile. Mais effectivement, en tout cas, voilà, passer de l'éco à la philo, à la fois, c'est une transition qui fait qu'on passe vraiment dans une discipline où d'un coup, il faut réapprendre quelles sont les revues importantes du champ, etc., les auteurs. Bon. Et en même temps, bien sûr, on n'oublie pas, comme je prends l'image dans le livre, une sorte de sas de décontamination, tu vois, où d'un coup, le côté, en l'occurrence, philosophique de Bourdieu aurait complètement disparu au lavage. En fait, non. Alors, dans le bouquin, je montre que voilà, il y a des amitiés d'école, par exemple, pour prendre ces exemples-là. Il y a des amitiés d'école, Derrida... forcément, c'est pas parce que Bourdieu passe à la socio que Derrida se dit Bourdieu n'est plus mon ami. Donc, il continue à lui envoyer là, par exemple, un certain nombre de... puis il a tenté de faire élire au Collège de France. En plus, voilà, donc il y a vraiment des... En fait, il faut rappeler que, parce qu'il y a eu Jacques Bouvresse aussi, donc Jacques Bouvresse qui est un philosophe
duquel Bourdieu était très proche. Ouais, tout à fait. Et Bouvresse disait qu'il était, quand il avait des discussions de philo avec Bourdieu, il était extrêmement impressionné par son niveau en philo. Ouais. C'était pas du tout un amateur, quoi. C'est ça, donc je pense que ça a vraiment été important, le côté au départ. Mais juste, si je peux juste parler une petite parenthèse, je te coupe de nouveau, mais je crois que peut-être c'est important de dire, mais je crois que c'est Didier Ribon qui raconte ça, que quand Jacques Bouvresse a été élu au Collège de France sur proposition de Bourdieu en 1995, en fait, Bourdieu avait présenté la candidature de Derrida et celle de Bouvresse. Il voulait que les deux soient élus, en fait, pour revenir comme 20 ans avant, où il y avait Villemin et Foucault. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire où il y avait la philosophie, disons, déconstructionniste occidentale pour aller vite d'un côté, et puis la philosophie rationaliste, analytique, philosophie des sciences qui soit représentée. Et donc Bouvresse a pu être élu, mais pas Derrida. Enfin, il y a une espèce de petite... de trucs un peu merdouillés, ou je sais pas, d'espèces de petits complots académiques, donc on en voit souvent dans ces conditions-là, qui en fait, et puis après, Bourdieu aurait dit à Héribon, mais en fait, je suis dégoûté, je me suis fait avoir, quoi. Oui, enfin, c'est voilà. vrai. Oui. Alors, il aurait vraiment voulu que Derrida soit élu au Collège de France. Ça pourrait être un enjeu d'ailleurs sur les questions d'élection au Collège de France, de dire après le Bourdieu essayant de faire élire. Ouais, tout à fait. De même qu'il a présenté la candidature de Godard, par exemple. En oui. 1997, ouais. D'accord. C'est dit dans la grosse biographie de Godard là, que j'avais regardé une fois chez Cultura, tu vois, j'avais regardé l'index Bourdieu, hop, j'avais trouvé que... Et oui, c'est... D'accord. Bourdieu a présenté la candidature de Godard au Collège de France, ouais. Et c'est vrai qu'après, oui, il y a ces... Et il a vraiment fait du lobbying, mais bon, ça a pas marché, donc il gardait quand même un côté un peu d'avant-garde, tu vois, jusqu'au bout... Il y a la fameuse scène de la société. Oui, la fameuse scène qui est très très drôle, où il reçoit une lettre de Godard et il lève les yeux au ciel en disant qu'il comprend rien. C'est très très drôle. Je ne suis pas poète. Il dit qu'il faudrait être poète. Enfin, je me souviens. Ça va vouloir dire quelque chose, mais et là, il regarde Karl et il dit pauvre Bourdieu. C'est vrai que c'est très très drôle cette. Ouais, c'est un très bon. Bon, là, on voit qu'il a quand même une bonne capacité d'autodérision. Ouais, parce que c'est un truc complètement improvisé en fait. Ah bah là, il s'y attend pas, ouais. Et d'ailleurs, quand le truc arrive, il dit oui, c'est le grand jeu quoi. Une lettre de Godard et tout. Et là, il ouvre la lettre, mais c'est une scène de film quoi. C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est par cette image-là que j'ai illustré moi le livre que j'avais écrit avec Raphaël Descentis, l'effet Bourdieu, parce que j'aime beaucoup cette séquence. Ouais. Bah, vas-y, je te coupe beaucoup la parole. Non. Et donc effectivement, ouais, ce rapport à la philo, et à la sociologie, moi, il me semble qu'il faut tenir les deux. C'est-à-dire que c'est un philosophe passé à la sociologie. Donc concrètement, il n'écrit plus que de la sociologie. Alors effectivement, méditation pascalienne, il y a des... Les méditations pascaliennes, c'est aussi un ouvrage qui est basé, comme tu le dis, sur tous ces travaux d'ethnologie kabyle, qui a été une matrice de son œuvre très importante sur la position scolastique, par exemple. C'est à la fois des choses qu'il va tirer d'Austin et en même temps de ce qu'il a vu en Algérie, où il dit à un moment, quand vous êtes confronté à des choses comme ça, le point de vue de la scolée retirée du monde est aussi assez absurde, c'est celui du philosophe. Bon. Et donc voilà, moi il me semble que ce qui est intéressant aussi peut-être à dire, c'est qu'il a été dans des positions aussi où des gens très différents comme Althusser par exemple l'ont encouragé, et il y a des lettres que je cite d'Althusser à Bourdieu où il lui dit ton travail est vraiment hyper intéressant, etc. Et c'est son ancien caïman, comme on dit dans le jargon des normaliens, c'est-à-dire l'ancien agrégé répétiteur, celui qui l'entraîne à l'agrégation de philosophie, qui quelques années plus tard du coup lui dit mais ce que tu fais en ethnologie et sociologie est formidable, ça m'intéresse, tout ça. Donc il y a eu des espèces de continuités comme ça. C'était qui ce caïman? Il est connu ou c'est Althusser. C'était Althusser, d'accord. C'était Althusser. Donc Althusser, il y a les agendas à l'IMEC, tu sais, à Caen, dans l'abbaye qui garde les archives Althusser, où on voit dans les carnets Althusser raturés, écrit donner leçon Bourdieu pendant l'année d'Agrègue, en 54. Et voilà, donc il y a eu un certain nombre de personnages comme ça. On parlait de Aron tout à l'heure, tu vois, qui est à la fois effectivement en sociologie, mais en même temps, c'est aussi le plus philosophe des sociologues, comme on l'a dit parfois. Donc c'est des gens qui l'ont maintenu un peu entre les deux mondes. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une espèce de truc un peu mi-figue, mi-raisin, où on ne sait plus trop. C'est un sociologue, simplement, c'est un sociologue qui a eu cette particularité générationnelle, comme Durkheim d'ailleurs, d'avoir ce bagage philosophique, finalement. Donc voilà, dans ce dernier chapitre, j'essaie un petit peu de montrer aussi en quoi est-ce qu'il a lu il y a un moment où effectivement, à partir des années à peu près 60,
on sent que les lectures philosophiques contrastent, donc reviennent un peu et assez fortement. Donc il y a des phrases de Bourdieu où il dit il ne se passe pas un jour sans que je ne lise ou relise de la philosophie, par exemple. Oui, donc, aucun sociologue ne dirait ça. Oui, garder de l'intérêt. Oui. Garder un intérêt, peut-être Louis, on parlait de Louis Pinto, avait aussi un peu Oui. cette formation-là, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça contraste avec le tout début de la conversion à la sociologie, où là Bourdieu dit, dans les années donc, fin 50, début 60, où là il dit c'était ma période scientiste, où on le voit dans la correspondance, clairement il lit pas du Leibniz, etc. Il va lire des traités de sociologie rurale pour ses enquêtes, etc. Enfin, là, plus empirique. Très très empirique, voilà. Donc il y a eu sans doute une espèce de conversion. Il dit où à un moment j'ai rejeté totalement la philosophie, j'ai eu besoin de réécrire différemment, d'inventer d'autres façons de faire. Ses lectures étaient très différentes, il s'est surinvesti en travail de terrain, sociologie des musées, de la photo, etc. La photo, et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que la sociologie, enfin la philosophie refait surface. J'ai l'impression que la reproduction, c'est une réécriture de l'éthique de Spinoza. La distinction, c'est une réécriture de la critique de la faculté de juger. Les méditations pascaliennes, c'est une réécriture des méditations cartésiennes de Husserl, avec la même structure en 6 parties et tout, qui était elle-même une réécriture des méditations métaphysiques de Descartes, etc. etc. Donc là, il ne cesse d'être, entre guillemets, hanté par la philosophie. Quoi. Ouais, la distinction, tu l'as dit. Voilà, de s'y confronter d'une certaine façon. Et Derrida, tout à fait. Donc c'est ça, ça reste en miroir, mais je pense qu'il avait vraiment cette vision de la philosophie comme étant une discipline qui pouvait ne pas être si éloignée de la sociologie et de ses enjeux. En tout cas, il disait souvent, moi j'ai envie que les bons philosophes fassent du bon travail pour nous aider, nous, en sciences sociales. Oui, c'est ça, oui. Dans une forme de collaboration. Donc c'est ça, en fait, l'idée de haine de la philosophie, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il se rendait compte que les philosophes pouvaient, de manière un peu professionnelle, comme identité professionnelle, rejeter la sociologie en se disant, nous, c'est le concept, etc., dans une vision assez deleuzienne. Tu sais, il y a un passage sur France Culture où Bourdieu dit oui, alors bon, moi j'ai adoré le travail sur le pli de Deleuze sur Leibniz, mais il dit en revanche, dans son dernier bouquin, là, Qu'est-ce que la philosophie, avec Guattari, je ne comprends pas du tout pourquoi il a besoin de dire la philosophie, c'est la création de concepts. Je veux dire, nous en sociologie, on crée des concepts. Alors là, c'est intéressant parce que sans doute qu'on pourrait dire, oui, mais Bourdieu disant ça, est-ce que c'est pas son habitus d'agrégé de philo qui fait qu'il n'a pas de difficulté à former des concepts, alors que moi, qui n'ai pas cette formation, former des concepts, ça m'apparaît plus dur et pas forcément accessible. Mais voilà, donc il y a une espèce de mélange, mais où j'essaie d'apporter quand même un peu de clarté pour dire, voilà, transition qui est réelle. Maintenant, je parle de transfuge de champ, donc une expression d'ailleurs qui m'était un peu venue avec ma femme lors d'une discussion, parce que la question des transfuges de classe... Là, t'as créé un concept, là. Oui, voilà, on a co-créé, on va dire. Vous avez procréé. On a procréé, c'est ça. le concept de transfuge de champ, parce que je trouvais ça effectivement intéressant. Le transfuge de classe, c'est celui qui passe à une autre classe, mais qui est un peu le cul entre deux chaises, pour le dire trivialement, parce qu'il se sent toujours un peu, malgré tout, formé. Il a cet habitus-là qui a été formé dans un autre monde. Et en même temps, quand il est donc dans son monde d'origine, où il pourrait être comme un poisson dans l'eau, il a les nouvelles dispositions du monde, entre guillemets, dans lequel il a réussi à aller. Donc là, c'est un peu pareil. C'est un agrégé de philo qui est en sociaux, qui se sent bien en sociaux, mais qui a en même temps ce bagage de philosophe, et qui en philosophie se dit, mais ils n'ont aucun rapport au terrain, et voilà, ça ne m'intéresse pas, moi, en tant que sociologue. Donc une espèce de quelqu'un, voilà, de personnalité un peu clivé, justement. C'est l'habitus clivé d'un point de vue du champ. Et donc voilà, en tout cas, ce dernier chapitre, pour le coup, excède un peu la chronologie, comme on disait. Là, on sort de 64, je vais jusqu'aux années 90. Mais l'enjeu, c'était de dire finalement, c'est un sociologue. Je suis arrivé au bout de ce parcours pour montrer comment est-ce qu'il est devenu sociologue, et de montrer dans ce dernier chapitre en quoi c'était un sociologue, mais il faut reconnaître un sociologue quand même très particulier. Tout à fait. Bah écoute, je crois qu'on a dit l'essentiel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, bah écoute, un grand merci Henri pour bah écoute, je t'en prie. Merci. Merci à toi de nous avoir reçus chez toi pour la seconde partie. Alors donc je vous rappelle le livre de Victor Collard, Pierre Bourdieu, Jeunesse d'un sociologue, donc c'est chez CNRS Éditions. Et voilà, donc c'est disponible dans toutes les bonnes librairies
physique ou en ligne. Voilà, bah écoutez, merci à tous si vous avez suivi cet entretien, ce dialogue jusqu'au bout. Merci à toi Hector. Merci. Et puis je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Salut! À bientôt. Only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power.